Bonsoir, bienvenue à tous et toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'Académie du Climat pour la 3e conférence de notre association, le Cercle du Sport de la Sorbonne. Donc, créé il y a moins d'un an à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous avons à cœur de développer le sport comme un objet d'étude en sciences sociales. Et nous sommes convaincus que le sport, c'est un miroir de notre société qui peut poser des questions en matière de genre, de discrimination, d'accessibilité, d'héritage ou évidemment d'écologie. Donc ce dernier champ, c'est un sujet qui est essentiel pour nous et nous sommes plus qu'heureux de pouvoir le traiter dans celui emblématique en faveur de la transition écologique. J'en profite pour remercier les équipes de l'Académie du Climat de nous permettre d'organiser cet événement ici et de pouvoir lier ces deux thématiques, écologie et sport, qui est deux écosystèmes d'apparence peu enclins à dialoguer. On va voir que c'est le contraire ce soir. Donc l'organisation de cette conférence, elle est aussi liée à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques l'année prochaine à Paris. Je vous apprends rien, je pense. Considéré comme le plus grand événement sportif et parasportif du monde. Donc ces Jeux nous permettent de remettre au cœur du débat public le sport et tous les enjeux qui y sont liés. Donc, une des questions qui reste encore sans réponse, c'est celle de la conciliation entre sport, notamment les grands événements, et l'écologie. Dans un monde gravement touché par le réchauffement climatique, comment le sport doit-il s'adapter pour devenir plus durable ? Donc, nous avons eu à cœur d'organiser cette conférence dans ce lieu significatif pour donner la parole à des spécialistes de l'écosystème sportif attachés à la transition écologique et que nous sommes ravis de recevoir ce soir. Margot Chave, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes experte RSE dans l'industrie du sport français depuis plus de 13 ans. Vous êtes fondatrice de Sport 1.5, où vous contribuez à la mise en place de stratégies RSE et au pilotage d'évaluation environnementale et sociale. Denis Mesplès, bonsoir, cavalier professionnel, vous êtes double champion de France de concours complet et olympien aux Jeux de Londres 2012, et vous êtes aussi membre de la commission des athlètes du CNOSEF pour représenter l'équitation. Stéphanie Beuchet, bonsoir, merci beaucoup d'être là, vous aussi. Inspectrice générale adjointe à l'inspection générale de l'administration, vous avez aussi été enseignante en géographie et géopolitique dans les classes préparatoires aux grandes écoles supérieures, et vous êtes aussi docteur en géographie et vous avez travaillé notamment sur la gestion des inondations et sur le sujet, on en reparlera tout à l'heure, Londres 2012, événement phare ou projet de ville durable. Et enfin, Julien Pierre, bonsoir, merci d'être là ce soir. Vous êtes ancien joueur professionnel de rugby à 15, ancien international français. Vous avez été notamment vainqueur du Grand Chelem en 2010, lors du tournoi de Destination. Et vous êtes aujourd'hui le président de Play for Nature, un fonds de dotation qui soutient des projets liés entre autres à la sensibilisation de l'écologie par le sport. Et vous êtes aussi président fondateur de la fondation Fair Play for Planet, qui accompagne des clubs et des structures sportives en délivrant un label et en promouvant un sport plus durable. Pour commencer cette conférence, je vais vous poser une première question. J'aimerais revenir sur vos parcours respectifs en vous demandant comment vous en êtes venu à lier sport et écologie et quel a été votre déclic. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous et toutes une très belle conférence. Donc je vais commencer. Donc moi, l'écologie, pour moi, ça fait partie un peu de ma journée, on va dire. Je travaille donc en équitation, donc avec des chevaux et à la campagne. Et je vois un peu les transformations qui arrivent et le plastique qui est arrivé aussi dans notre matériel assez fort, qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Donc je me pose des questions sur ce devenir des nouveaux matériaux et surtout sur les matériaux biosourcés qui m'intéressent de plus en plus. Donc voilà mon leitmotiv pour le moment. Bonsoir à tous. Merci au Cercle de sport de la Sorbonne de nous avoir conviés ce soir. Alors, moi, j'étais plutôt côté développement durable, puisque après une année de Master 2 à Paris à la Sorbonne, j'ai pu me refaire une 6e année, un Master développement durable. À l'époque, c'était les premiers. Et j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, et je suis tombée par hasard dans le sport, puisqu'on est venu me chercher, un cabinet de conseil est venu me chercher justement pour développer cet axe de conseil RSE et sport. C'était un cabinet de conseil à l'époque qui avait été fondé par Édouard Donnelly et Étienne Toubois. Vous avez peut-être entendu parler, puisque maintenant, ils sont à la tête du COJO. Et j'ai passé 7 ans là-bas à conseiller les fédés, les ligues sur tous ces enjeux RSE. Après, j'ai passé 6 ans à la Ligue de football professionnel en tant que responsable RSE.
Et j'ai rejoint maintenant Sport 1.5 qui était fondé, juste pour corriger, je ne suis pas fondatrice, il a été fondé par Maëlle Besson et moi je l'ai rejoint en tant qu'associée récemment. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis géographe et effectivement, mes travaux de thèse portaient sur l'intégration du risque d'inondation dans les projets de renouvellement urbain. Et il se trouve que j'ai fait ma thèse entre 2004 et 2008. Et parmi les projets de renouvellement urbain que j'analysais, il y avait celui de la vallée de la Lys, donc, qui était le site des Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc, je suis rentrée par le sport via la gestion des inondations et plus largement la question du développement durable. Et puis ensuite, du développement durable, je suis passée à la transition écologique et la transition territoriale. Et j'ai analysé d'autres terrains urbains, notamment sur les questions énergétiques. J'ai travaillé sur le terrain de Los Angeles. Et donc, forcément, dans mes entretiens, j'ai eu aussi des entretiens qui m'ont permis d'analyser un petit peu les aménagements qui sont en cours pour Los Angeles 2028. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Ravi d'être parmi vous. Comment je suis venu sport-environnement? Tout d'abord, moi, j'ai grandi dans une famille très engagée sur la protection des espèces menacées et de la biodiversité. Et donc, mes premiers rapports en question de protection de l'environnement, c'était justement les espèces qui disparaissent à travers le monde. Et durant ma carrière, j'ai pu créer une fondation pour la protection des espèces menacées et de leur écosystème. 17 ans de rugby professionnel m'ont montré l'importance du sport dans notre société, la puissance du sport du sport et des athlètes dans l'espace public, mais aussi que le sport était très engagé sur tous les sujets sociaux, sociétaux, mais pas forcément sur les sujets développement durable, éco-responsabilité. Et c'est comme ça qu'est né Fair Play Planet il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Ok, merci pour ces présentations. Donc maintenant, on va pouvoir commencer avec les questions et avec une première partie qui concernera un retour historique sur la prise en compte de l'impact environnemental du sport. Et donc, Madame Beuchet, vous avez travaillé sur la notion de transition en tant que géographe. Est-ce que vous pourriez revenir sur son application en matière environnementale, s'il vous plaît? Alors, la transition, si on donne un sens littéral, c'est le passage d'un état à un autre. Et assez vite, on y a ajouté des épithètes. Alors, d'ailleurs, dans le passé, on avait ajouté des épithètes comme la transition démographique. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs beaucoup le modèle de la transition démographique qui a permis, vous l'avez tous analysé dans vos cours de géographie, pas forcément les plus passionnants d'ailleurs, le passage du régime ancien au régime moderne d'un point de vue démographique. Et puis, à partir de la montée des préoccupations environnementales, alors à l'échelle internationale, c'est vraiment le sommet de la Terre à Rio en 92 qui a popularisé la notion de développement durable. Et la question de la transition, elle est apparue alors, en Europe à la fin des années 90 et chez les chercheurs au début des années 2000, puisque pour avoir travaillé en Californie, c'est un terme qui les emploie assez peu en fait. Ils sont restés à celui de développement durable, mais chez nous en Europe, progressivement, l'idée de transition écologique, pour aussi sortir un peu du fait que le développement durable, on disait qu'il faut concilier le pilier économique, social, environnemental, mais au bout d'un moment, on voyait plein de contradictions à la conciliation des 3 piliers. Et donc l'idée de transition écologique est apparue comme un moyen d'aller plus loin. Sauf que, en fait, en se focalisant uniquement sur l'écologie, et je pense que ça va être un des enjeux des discussions ce soir, on se focalise sur un des piliers du développement durable, mais en fait la transition c'est celle des territoires. Et je crois qu'aujourd'hui on va analyser pas mal de géos, et en particulier ceux de Paris 2024, et pour le géographe, ce qui importe, c'est pas le passage d'un état à un autre, c'est comment on passe d'un état à un autre. C'est pas forcément un passage vertueux, la transition, parce qu'on a l'idée, comme c'est devenu une injonction politique, on a l'idée que forcément on passe d'un état qui serait celui d'aujourd'hui dégradé à, grâce à la transition, on va aller vers un état meilleur. Or, tous les travaux en géographie qui commencent, parce que la notion, elle est vraiment pas conceptualisée du point de vue de la recherche, ça va de montrer quelles sont les modalités du passage, quels sont les acteurs qui accompagnent ce passage, et qu'est-ce qu'on veut en fait pour les territoires, quels sont les choix pour demain. Et je pense qu'en matière de territoires aménagés par et pour le sport, que sont les Jeux Olympiques, il y a une vraie réflexion de savoir
quels Jeux Olympiques on veut pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures, pour les sportifs qui font vivre ces événements spectaculaires, mais aussi pour les habitants, pour les supporters, pour les aménageurs de la ville. Donc l'idée de transition, pour moi, en fait, la transition écologique, c'est un concept qui est trop réducteur. La transition, elle est territoriale, et derrière le territoire, il y a des acteurs, il y a des pratiques de ce territoire, il y a des représentations de ce territoire qui sont pas forcément les mêmes selon les acteurs, et tout l'enjeu, c'est de faire converger pour rendre acceptable aussi des changements qui vont être nécessaires, parfois douloureux, on en parlera aussi peut-être ce soir, mais l'idée, c'est pas d'aller non plus, on a tendance, la transition écologique, pour certains aujourd'hui, c'est la sobriété, et la sobriété, concept négatif, donc on va vers le moins bien. En fait, on a peut-être vécu les JO les plus spectaculaires, cette ferveur, on va la perdre si on veut respecter les engagements pour le climat, etc. C'est toutes ces questions-là que pose le concept de transition, sans y apporter aujourd'hui des réponses définitives, mais c'est justement le débat qui va permettre de conclure. En tout cas, de faire avancer les choses. Ok, merci pour votre réponse. Selon cette définition, où en est le sport dans sa transition écologique et quel est l'historique de la question? Si je peux peut-être du coup revenir sur le slide, ça c'est extrait du site du ministère des Sports. Il faut savoir qu'au sein du ministère des Sports, on a une cellule développement durable depuis une vingtaine d'années désormais qui travaille sur ces sujets-là pour le ministère des Sports. Au CNOSF, donc, qui est le Comité national olympique qui regroupe tous les sports olympiques, on a également une cellule développement durable depuis de nombreuses années. Donc c'est des sujets qui sont, alors à l'époque encore avec la notion de développement durable, mais en tout cas qui sont pris en compte depuis longtemps. Là, ça vous retrace un peu tous les outils qui ont été créés, tous les groupes de travail et tous les chartes qui ont pu être faits depuis ces années. Un des piliers importants, enfin des moments importants, ça a été en 2010 la création d'un club sport développement durable. Donc ça veut dire que tous les responsables développement durable de tous les sports se sont retrouvés pour partager leurs bonnes pratiques. Et je pense qu'en effet, pour avancer vers cette transition, pour aller plus loin, l'un des meilleurs leviers, c'est vraiment de partager, d'échanger entre pairs, puisque finalement, il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire tomber les difficultés qu'on peut rencontrer. On a également un outil qui est assez connu dans notre monde, c'est la charte des 15 engagements éco-responsables pour les événements sportifs. Donc c'est une charte assez simple où il y a 15 engagements vraiment assez importants, puisqu'on va retrouver par exemple, il me semble que c'est 80% d'alimentation responsable dans les événements. Et cette charte-là, il y a plus d'une centaine d'événements qui l'ont signée et qui la mettent en œuvre à chaque fois qu'ils organisent un événement. Elle a été dupliquée aux gestionnaires d'équipements également. Donc le Stade de France, par exemple, est signataire de cette charte et applique cette charte dans la manière dont il opère. Et ça permet de fédérer les acteurs et d'aller plus loin. Si on regarde juste la diapo après, parce qu'il manquait quelques années sur le site du ministère, donc j'ai complété, on a le plan de sobriété énergétique du sport, et là c'est quelque chose que le sport fait très souvent. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais effectivement à chaque fois qu'on va avoir des outils nationaux de développement, que ce soit des stratégies nationales ou des plans de sobriété, on va se l'adapter au sport. On va faire en sorte de comment ça se passe dans le sport, qu'est-ce que j'en fais. Et ça pour nous ça a été un vrai outil qui a fait bouger toutes les fédés et les ligues très vite, puisqu'il a été lancé en octobre, et dès janvier on avait des résultats concrets de ce qu'on avait fait en termes de réduction énergétique dans nos stades ou dans nos sites plus généralement. On attend désormais une charte des 15 engagements pour les fédés et les ligues, puisque les fédérations et les ligues sont quand même des entreprises assez importantes. Donc là aussi, on va pouvoir avoir cadré ce travaux-là. Et également, alors pareil, il existe le plan national d'adaptation au changement climatique, et on est en train de l'adapter au sport, de voir ce que ça veut dire pour tous nos sports, pour les différents sports, ce plan national d'adaptation, et qu'est-ce que ça voudrait dire d'adapter le sport au changement climatique. Merci pour votre réponse. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce sujet? Non. Oui. Non, ouais, pour revenir à où en est le sport dans cette transition, on voit bien sur la slide d'avant que les travaux s'accélèrent, que les dates sont de plus en plus courtes et qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont portées par différents organes étatiques ou autres. Mais on voit aussi que les résultats du plan de sobriété sont des marqueurs forts, mais aussi parce qu'on est contraint. On est contraint parce que le coût de l'énergie devient extrêmement élevé, et du coup on réduit nos consommations. Donc, mais on parle du sport, mais c'est vrai pour tous les secteurs aussi, hein, c'est pas forcément que le sport. Donc où en est le sport? Le sport, et comme tous les secteurs, s'engage, est en train de se transformer, rentre dans cette transition, mais a besoin aussi d'accélérer fortement et d'utiliser tous ces outils qui sont déjà existants.
Peut-être juste pour préciser en termes d'historique, il y a vraiment un tournant avec les JO de Londres 2012, puisque le slogan c'était One Planet Living, pour essayer de limiter l'empreinte carbone. Et d'ailleurs en 2014, le Comité international olympique reprend cette idée de se doter d'objectifs de développement durable et d'ailleurs va se conformer aux objectifs de développement durable de l'ONU qui datent de 2015 et qui sont aujourd'hui le référentiel à l'échelle internationale en termes de transition, même si après on pourra discuter de la mise en œuvre, mais en tout cas d'un point de vue historique à l'échelle internationale, il y a le sommet de la Terre 92 et puis il y a 2012 et les effets au niveau du CO en 2014. Merci. En tant que sportif, à partir de quand considérez-vous que les thématiques environnementales ont commencé à être prises en compte à la fois de façon institutionnelle et dans votre pratique? Et cette question s'adresse plutôt à Monsieur Mesplès et Monsieur Pierre. Dans la pratique, ça fait un bon moment que les gens y pensent. Dans le réel, pour les jeux, ça va être la première fois vraiment que l'eau, par exemple, est pris en compte avec ce qu'on peut appeler, par exemple, pour l'équitation, les carrières pour chevaux, en fait, sont comme des piscines, en fait, ce qui fait que tout l'eau qu'on met dessus reste, en fait, dans le circuit. Et s'il pleut trop, on le met de côté, on les remet. L'eau de boisson pour les gens, ça sera que des fontaines, il n'y aura pas de bouteilles plastiques, par exemple, ce qui n'était pas le cas dans pas mal d'événements, même les derniers championnats d'Europe et comme ça. Et sinon, les panneaux solaires, par exemple en équitation, sur toutes les surfaces de travail sont quand même commencent à se développer de plus en plus, voire même sont mis gratuitement, on peut dire, sur des propriétés. Bon, le gestionnaire garde la propriété des panneaux solaires, mais donc c'est quelque chose qui se développe depuis, on peut dire, une dizaine d'années. C'est quand même le problème est là et on essaie de le résoudre. Après ça, c'est un peu comme dans tous les sports, c'est le financement, comment on fait pour, sachant que tout a un coût supérieur à un coût supérieur, donc s'il n'y a pas d'aide, c'est difficile pour les petites structures. Pour une grosse fédération, l'équitation c'est la 4e fédération française, donc eux, il y a un budget qui est important, donc ils ont du RSE, mais pour les petits clubs qui déjà tirent un petit peu la langue, on leur dit bah, il va falloir tout changer. Pour eux, on leur propose des économies, mais c'est plus des petites économies que des grosses. Mais déjà, les lampes, toutes les ampoules ont été changées il y a une dizaine d'années, aidées par la fédération, par exemple. Voilà. Pour répondre à la question, depuis quand je suis pas assez historien pour savoir, mais en tout cas, moi, quand j'ai arrêté ma carrière en 2018, on a fait un benchmark mondial sur ce qui se faisait en termes de transition dans le sport à l'échelle des clubs, des clubs notamment. Et c'est vrai qu'il y avait très peu d'initiatives où c'était vraiment quelques exceptions près, parce que tout d'abord les clubs sont très centrés sur leur territoire, sont très centrés sur les sujets sociétaux, c'est normal, c'est l'ADN même des clubs de sport notamment, mais c'est vrai que sur les sujets de transition, très peu, parce qu'on leur demandait pas forcément de s'engager sur ces sujets-là. Avant tout, un club de sport, que ce soit un club amateur ou un club professionnel, il est là pour gagner des matchs et remplir le stade pour pouvoir faire tourner un business. C'est aussi un business, donc il faut pas l'oublier. Donc très peu engagés sur ce sujet-là. Il n'y avait pas forcément d'attente des collectivités par rapport aux subventions à engager le sport dans une transition. Les sponsors n'engageaient pas forcément aussi des moyens pour engager les clubs de sport dans cette transition. Donc on était, pour moi, il y a encore 5-6 ans, on était vraiment au début de tout ça. Alors, même s'il y avait des très beaux exemples à droite à gauche, même s'il y avait la charte des engagements, ça restait des chartes. Il y avait derrière, je sais pas s'il y avait vraiment de fond. Aujourd'hui, on voit alors, les grands événements. Vous avez parlé de Londres 2012, Paris, sont des événements aussi importants qui commencent à prendre vraiment et qui prennent vraiment en compte tous ces engagements. Et donc, on voit bien que ça s'accélère et on voit bien que si on redescend d'un étage au niveau national, régional, de toutes ces structures-là, ces sujets deviennent prioritaires
parce qu'il y a une vraie attente, il y a une vraie attente de la société, il y a une vraie attente des pratiquants, des supporters, des médias, des partenaires, des collectivités. Donc c'est en train de s'accélérer véritablement. Et il y a aussi des acteurs qui sont là aussi pour accompagner cette transition dans le monde du sport qui n'existait pas forcément il y a encore quelques années. Merci. En juillet 2021, le rapport intitulé Dérèglement climatique, le monde du sport à +2 et +4 degrés a été publié par WWF et évoque de façon assez alarmante les évolutions auxquelles le monde du sport devra faire face avec l'augmentation des températures. Aujourd'hui, bientôt 3 ans plus tard, le monde du sport a-t-il su tirer des enseignements de ce rapport ? Moi, je pense qu'on vous a un petit peu répondu tout à l'heure. Le monde du sport, de toute façon, il est obligé de s'adapter à cette situation. Les gens qui viennent dans les clubs, etc., par exemple, sur les événements, il y a des toilettes sèches pour économiser de l'eau. Ça, il n'y a pas que du vent, on va dire. Ils sont obligés et de toute façon, économiquement parlant, l'électricité coûte de plus en plus cher. Le fuel, c'est pareil. Enfin, donc l'eau est de plus en plus rare. Il y a des restrictions d'eau tous les étés. Donc, de toute façon, il faut faire quelque chose. Même là, c'est pas contraint et forcé, mais il faut le faire déjà au niveau économique. On voit bien qu'il faut le faire. Et la demande de la clientèle est quand même primordiale. Donc, de toute façon, les clubs s'adaptent à leur vitesse. C'est toujours le problème. On peut toujours dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais des gens, c'est comme on voit la dernière trouvaille du gouvernement pour les voitures pas chères en LOA à 40 €. On dit que c'est une idée qui pouvait peut-être marcher. Ça a tellement marché. Les gens, quand on leur propose quelque chose financièrement qui est abordable, ils veulent bien aller dans la transition écologique. S'ils sont complètement serrés au niveau financier, ils veulent bien, mais ils n'y arrivent pas. Oui, justement, pour compléter ces propos, c'est vrai qu'on se rend compte que sous la contrainte, comme le plan de sobriété énergétique et la peur de ne plus avoir assez d'électricité l'année dernière, on a vu des baisses radicales au niveau du sport. Sur le sujet pelouse, que ce soit le golf, le foot, le rugby, les hippodromes et tout ça, il y a une vraie contrainte, ils en ont conscience, ils se mettent tous ensemble pour essayer de trouver des solutions. Ça, il n'y a pas de problème. On a vu également l'été dernier que le foot et le rugby ont dû décaler des matchs à cause des températures et de l'impact sur la santé des joueurs. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, de là à par exemple, réfléchir au calendrier pour prendre en compte en amont ces événements, c'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, on est vraiment en réaction à ce qui se passe. On n'est pas du tout encore dans l'adaptation où on serait capable d'anticiper et de changer les choses pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Donc on va effectivement, sous la contrainte, on y va. Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de réduction des déchets, de gestion des transports et ce genre de choses. Mais vraiment, le terme d'adaptation, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Pour rebondir dans les politiques de prévention en matière de changement climatique, je parlerais de changement climatique plutôt que de dérèglement climatique, puisque le changement, en réalité, il est global. C'est pas juste le climat, on parle d'environnement, on parle de social, on parle de changement politique en termes de gouvernance. Mais il y a deux volets en fait, de ces politiques. Il y a le volet atténuation, on agit sur les causes. On agit sur comment on va réduire nos émissions de CO2. Mais il y a la question de l'adaptation, où là on agit sur les impacts. Et vous parliez tout à l'heure des impacts sur la santé des joueurs, etc. Et on essaie de réduire leur vulnérabilité aujourd'hui, mais aussi demain. Et je crois que ça, c'est deux volets. Et souvent, c'est parfois assez confus dans la tête des différents acteurs. Mais ces deux volets sont deux volets différents. Et j'ajouterais, pour ne pas faire partie du monde du sport, qu'il ne faut pas non plus... Il y a effectivement des injonctions à travers tous ces plans qui existent pour que les différents acteurs fassent leur maximum pour arriver à remplir tous ces critères. Mais le monde du sport n'est pas tout seul. C'est-à-dire que c'est tous les acteurs. Faut pas... le problème, c'est de prendre acteur par acteur et dire voilà, le sport, faut qu'il fasse ça. C'est pas parce qu'on va faire la somme de tout ce que fait chacun séparément qu'on va aboutir à la transition. C'est plus réfléchir ensemble et je trouve que l'initiative du Cercle des Sports est à ce titre formidable parce que faire dialoguer des gens qui n'ont pas l'habitude de dialoguer ensemble, c'est aller dans le sens de cette transition.
plus rebondir sur vos propos et sans essayer de répondre aux futures questions. Et je pense que c'est là aussi la force du sport, c'est que le sport à lui-même, lui seul, on peut pas écarter le sport de la société. Le sport fait partie d'un grand tout. Par contre, le sport, par sa puissance médiatique, on en a parlé, par sa puissance de l'aura des sportifs, la puissance de ces grands événements où on prend la parole sur des sujets sociétaux ou de transition, par son ancrage territorial, par ce sport amateur qui a un vrai rôle pédagogique de notre jeunesse et de sensibilisation, ce sport professionnel qui a un devoir d'exemplarité. Ce sport peut être un vrai accélérateur des territoires. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Faut pas exclure le sport en disant le sport est plus en retard ou plus en avance ou est à réaction. Non, le sport est un acteur de la société et est tellement ancré en nous et il fait partie, et c'est un acteur qui porte, qui a une voix qui porte, qui doit porter, et qui peut accélérer vraiment cette transition. Bien, bonsoir à toutes et tous. On va pouvoir passer à la seconde partie dédiée à l'organisation des grands événements sportifs internationaux. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas échanger autour de l'écologie et du sport sans évoquer ces grands événements sportifs internationaux, aussi appelés du coup GESI. Leur impact écologique, il est incontestable, quand bien même la prise en compte des enjeux environnementaux semble s'intégrer progressivement, notamment dans le mouvement olympique. Et avant d'évoquer Paris 2024, nous souhaitions revenir sur Londres 2012, puisque Madame Beuchet, vous avez travaillé sur cette question et on souhaitait savoir si vous pouviez nous en dire davantage, notamment en termes de transformation urbaine, ce que ça peut avoir comme effet accélérateur d'accueillir un grand événement sportif de cette ampleur, et donner ensuite la parole à Monsieur Mess-Pless, puisque vous y avez participé. Quel a été votre ressenti à propos des Jeux Olympiques de Londres 2012 ? Je vous remercie. Alors peut-être avant de parler de Londres 2012, après avoir reçu votre invitation, j'ai pas regardé ce qui se faisait dans la littérature scientifique sur les JO et le développement durable de manière plus récente que mes travaux de thèse. Et en fait, il y a eu une étude de chercheurs suisses et américains qui a en fait construit un modèle pour évaluer la durabilité des JO entre 1990 jusqu'au JO de Tokyo. Donc Paris 2024, évidemment, même sur le projet, n'a pas été analysé. Et alors c'est assez intéressant, c'est-à-dire que contrairement au discours sur on prend de plus en plus en compte le développement durable, en fait, les JO les plus durables de l'histoire entre 1990 et Tokyo, les premiers c'est Salt Lake City 2002, et deuxième c'est Albertville 1992, et ensuite sur les JO d'été c'est Barcelone. Donc c'est-à-dire que depuis qu'on dit qu'on fait du développement durable, et Londres est classé avant-dernier, je crois, dans ce classement-là. Alors, évidemment, le modèle, donc, il s'appuie sur les 3 piliers du développement durable, et en fait, eux, ils utilisent 9 critères. Après, on peut toujours discuter des critères, notamment, et ils le disent eux-mêmes, qu'ils n'ont pas intégré parce qu'ils n'avaient pas de base de données suffisante pour chacun des événements, à quel point la tenue des JO, par exemple, a inspiré des pratiques sportives nouvelles chez les jeunes, et en particulier chez les jeunes défavorisés, etc., ce qui pourrait, sur le pilier social, être intéressant à prendre en compte. Mais alors, pourquoi en fait, alors qu'on parle de plus en plus de développement durable, les JO, et en particulier ceux de Londres, je reviendrai sur l'exemple ensuite, sont finalement de moins en moins durables selon ce modèle-là, en tout cas. En fait, c'est d'abord parce que ils disent que pour faire leurs analyses, ils ont beaucoup de mal à avoir des bases de données qui permettent la comparaison. C'est parce que le CIO dit qu'il intègre les objectifs de développement durable de l'ONU, mais il n'y a aucun modèle du CIO pour analyser, en fait, séquence après séquence, avec les mêmes critères, si les JO ont respecté finalement les engagements. Paris dit qu'il va réduire de 50% ses émissions par rapport à Londres 2012, sauf que en fait on ne sait pas quels chiffres ils prennent, sur quel modèle, etc. Et donc ça c'est la première la première raison. Et puis, parce que en fait, ces JO sont devenus des événements spectacles dans la mondialisation qui attirent un public de plus en plus important. Et donc, notamment, les JO d'été sont beaucoup moins durables que les JO d'hiver,
du fait de l'empreinte carbone et de l'internationalisation de l'événement. Donc, si on veut faire de la prévention contre le changement climatique, en fait, il ne faudrait pas organiser de Jeux Olympiques, en tout cas pas avec cette envergure-là. Alors après, évidemment, ça donne lieu à débat, mais voilà, je voulais remettre un peu en cause ce que préconise l'étude, c'est de dire que le CIO devrait se doter d'un diagnostic en fait de durabilité mené par un organisme indépendant qui permettrait vraiment de comparer, au-delà de l'affichage politique de chiffres qui sont relayés par la presse, mais qu'il est difficile vraiment de vérifier. Alors sur Londres 2012, maintenant que j'ai dit qu'ils étaient très mal classés en termes de durabilité, pourtant c'est eux qui ont porté dans le discours au moins cet enjeu-là. Alors Londres a obtenu donc les Jeux sur tout un projet de renouvellement urbain qui est en fait un des plus grands projets de renouvellement urbain à l'échelle européenne, qui est tout le développement du Thames Gateway, c'est d'ailleurs tout l'Est londonien qui avait déjà commencé, le renouvellement urbain il avait commencé dans les années 80 sous Margaret Thatcher, le quartier des Docklands. Et là l'idée c'était de poursuivre jusqu'à l'estuaire. Mais en fait, on a fait les études d'impact après, en tout cas en termes d'inondation par exemple, après avoir gagné les Jeux. Donc forcément, on ne pouvait plus revenir en arrière. L'Agence de l'environnement britannique s'est quand même vraiment arraché les cheveux pour trouver des plans de gestion qui soient cohérents avec le fonctionnement des cours d'eau. Mais alors, en quoi ça a été un catalyseur, un accélérateur, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est que forcément, qui dit un événement mondialisé, international, tous les projecteurs sont braqués sur ces territoires, il y a eu énormément d'investissements en termes de transport. Donc le renouvellement urbain de tout ce quartier, c'est la vallée de l'Allier autour de Stratford, qui est devenu en plus un nœud du réseau ferré européen par l'Eurostar. C'est vraiment... Tous les investissements ont convergé vers ce territoire. Donc en termes de renouvellement urbain, ça a été important. Mais ça, c'est le pilier économique en termes environnementaux. Le parc olympique, on a introduit de nouvelles espèces, on a vraiment travaillé sur la biodiversité, on a eu un poumon vert à l'est de Londres qui est important, mais au prix de l'exclusion de populations précaires. Parce qu'en fait, cet est londonien, c'était les quartiers des populations, l'indice de précarité était parmi les plus élevés du Grand Londres. Donc, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par développement durable. C'est-à-dire qu'on a eu quelques actions en matière de protection de l'environnement. C'est un des premiers événements en termes de Jeux Olympiques où on parle de réutilisation des infrastructures après les Jeux. Pour Paris, on parle même de réutilisation d'infrastructures déjà existantes. Alors c'est vrai que ça a permis la construction d'infrastructures qui sont aujourd'hui très, très importantes, mais à quel prix, parce que le coût des JO de Londres a augmenté au fur et à mesure des années dans la première décennie 2010, parce qu'on n'avait pas anticipé un certain nombre de coûts. Peut-être que l'héritage, et aujourd'hui c'est devenu un quartier même touristique du Grand Londres. Maintenant, en fait, une fois les JO passés, tout le reste du projet urbain qui allait jusqu'à la Tamise, ils n'ont pas bénéficié des mêmes investissements. Donc on a des projets de logement, par exemple, qui n'ont pas bénéficié de la même accessibilité. Et donc ça crée aussi de l'inégalité entre territoires. C'est-à-dire qu'on a focalisé sur le quartier Londres 2012, mais ce n'est pas l'ensemble des populations. Peut-être que l'héritage le plus important de Londres 2012, c'est le programme Get Set qui a été mis en place, notamment pour justement favoriser le développement du sport chez les jeunes. 85% des écoles ont participé au programme à l'échelle du Royaume-Uni. Et au sein de la ville de Londres, il y a 41 000 enfants qui, grâce à cette inspiration des JO, ont atteint le niveau physique recommandé pour leur tranche d'âge. Après, 41 000 enfants rapportés à la population du Grand Londres. Voilà, on peut pour un événement aussi inspirant que les JO, on peut se demander est-ce qu'il faut en passer par là pour avoir un changement en termes de politique publique en faveur de l'éducation physique et sportive, sachant que le Royaume-Uni partait de très loin. Le nombre de piscines par habitant comparé au Royaume-Uni et en France est largement en faveur de notre pays. Voilà, donc pour placer un peu dans le contexte, et je trouvais intéressant de le remettre dans le contexte de cette étude qui relativise le décalage entre discours et réalité. Donc moi, ma vision de Londres 2012, en fait, elle est celui effectivement d'un athlète.
En ce qui concernait les transports, par contre, c'était énormément de transports publics tout de même. Avec nous, on voyageait quand même beaucoup sur la Tamise pour aller d'un endroit à un autre ou par le métro. Donc, je pense qu'il y a eu du développement quand même important là-dessus. Moi, mon site de compétition, c'était Greenwich Park, donc on peut pas dire que l'héritage était très ambitieux, parce qu'en fait les obstacles ont été déplacés après dans d'autres sites en Angleterre, mais c'était plus pour le prestige, ce qui va se passer encore à Versailles cette année. C'était un très bel événement, et les Anglais y ont participé en masse, et on peut dire que les JO quand même, ça amène un public et une ferveur nationale quand même importante. Donc je pense qu'effectivement pour le développement du sport à long terme, enfin à moyen terme en tous les cas, c'est quand même pas anodin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous, l'année en 2012, c'était quand même très basé sur la sécurité publique plus que, et encore là, plus que sur la sécurité de la nature, encore que dans le parc, tout était, les urines des chevaux étaient récupérées, tout était démontable, tout a été remis en place après l'événement, mais c'était quand même très, très artificiel. Et en ce qui concerne le village olympique, effectivement, c'était quand même un endroit qui était un peu un no man's land avant, et ils ont construit un village qui devait être redonné aux étudiants après les JO. Bon, il y avait des galeries marchandes, je pense pas qu'elles intéressent beaucoup les étudiants après, effectivement. Mais ça a quand même développé un endroit qui était quand même pour la plupart en friche. Mais je suis pas spécialiste de la question, donc je ne vais pas m'avancer plus. Mais c'est vrai qu'au niveau ferveur et de lancer les gens dans le sport, et on voit même pour Paris 2024, là il y a quand même un engouement, et les gens se disent pourquoi pas s'inscrire dans un club. Et les résultats quand même des équipes de France dans les JO, ceux qui ramènent des médailles ramènent des licenciés quand même, c'est automatique. Donc ça c'est pour la santé publique. Après ça, pour le reste, je ne peux pas répondre à cette question. Juste, moi aussi j'ai eu la chance de vivre des grands événements, et notamment la Coupe du Monde de rugby en 2011. En tant que sportif, j'étais déjà un petit peu alerte sur tous ces sujets développement durable. Et c'est vrai que j'ai déjà fait la révision, je n'ai aucun souvenir de cette prise en compte sur cet événement en Nouvelle-Zélande, mais ça reste un événement particulier, une Coupe du Monde de rugby là-bas, et c'est vrai que l'impact, notamment économique, était important pour le pays, et là par contre on l'a ressenti véritablement, et si on compare avec la Coupe du Monde 2023 en France, aujourd'hui il y a vraiment une vraie volonté d'héritage, de prise de parole de tous ces sujets-là, de prise en compte de ces sujets-là, avec des véritables études d'impact derrière. Donc on voit bien que c'est aussi en train d'avancer, et il n'y a pas que les JO non plus, il y a aussi tous ces grands événements, de grandes compétitions mondiales qui sont importants et qui font bouger les choses. Je vous remercie. On va pouvoir parler rapidement de Paris 2024, qui donc est un événement qui a l'ambition de marquer le début d'une nouvelle ère dans l'organisation des Jeux, communiquant donc sur l'ambition d'être les Jeux les plus verts de l'histoire moderne. Pensez-vous que ces Jeux peuvent léguer un héritage donc en termes d'organisation durable dans les GESI? Et je vais donner la parole tout d'abord à Madame Chave, parce qu'il me semble que vous avez travaillé sur la candidature. J'aimerais avoir votre regard sur les objectifs initiaux de Paris 2024 et à 4 mois aujourd'hui des Jeux, voir un peu où est-ce qu'on en est. Alors effectivement, j'ai eu l'opportunité de travailler sur la candidature olympique, donc il y a quelques années maintenant. Et alors le jeu de ces candidatures olympiques, il faut bien se remettre dedans, c'est que on a des dossiers techniques à préparer avec toutes les parties prenantes concernées. Et l'idée, c'est quand même de gagner. Donc il faut vendre au CIO la plus belle idée pour gagner. Donc dans ces dossiers techniques, on a fait des belles promesses. C'était très beau ce qu'on a écrit, c'était superbe. C'était voilà, on y croyait. Franchement, quand on l'a écrit, on y croyait, c'était superbe. Mais il y a un moment, et c'est l'autre côté de ces grands événements sportifs, c'est qu'il y a la réalité opérationnelle. Et ça, on la connaît quand on travaille du côté organisateur d'événements. C'est qu'il y a un moment, il y a le coup d'envoi à telle heure et qu'il y a des millions de spectateurs et qu'on ne peut pas ne pas envoyer le match ou envoyer la compétition à ce moment-là.
Juste pour l'anecdote, j'étais responsable RSE du Stade de France et du Parc des Princes pendant l'Euro 2016, donc c'est un plus petit événement, on parle d'une compétition européenne, mais bon, ça reste le football, donc ça marque les esprits. On avait une très belle stratégie, on a bossé dessus pendant 3 ans, c'était super, une stratégie de développement durable, notamment sur le tri des déchets, donc tout le monde était formé, on faisait ça hyper bien. Et le jour du match d'ouverture, donc au Stade de France, la responsable logistique vient me voir et il me dit, il y a grève des éboueurs. Grève des éboueurs, ça veut dire que toutes nos poubelles débordées, bien triées mais débordées, et qu'il y a un enjeu sécurité où on ne peut pas avoir des poubelles qui débordent le jour où il y a 80 000 personnes qui arrivent. Donc forcément, on a tout largué et tout est parti ailleurs. D'un point de vue impact, c'est rien sur ce genre d'événement. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un moment, il y a cette réalité opérationnelle. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 4 mois, mais il y a forcément des promesses qui risquent de ne pas être tenues. On reparlera peut-être de la Seine notamment, forcément. Mais en même temps, je veux dire, il n'y a qu'avec les JO qu'un jour on a parlé de pouvoir se baigner dans la Seine. Et ça, c'est ça que je voudrais revenir là-dessus, c'est qu'il n'y a que des événements comme ça où on peut se dire, non, mais en tout cas, qui ont fait en sorte que ça fait 6 ans que toutes les collectivités autour de la Seine travaillent à ce projet. Peut-être qu'elle sera dépolluée en janvier 2025. C'est très moche pour les JO, mais n'empêche que le projet continue et qu'il va être porté. Et c'est là-dessus que je voulais vous parler de ce rapport qu'a sorti justement Paris 2024. On ne va pas parler que d'héritage matériel, mais on va parler aussi d'héritage immatériel. Et nous, dans ce monde du sport, c'est vrai que les jeux ont été une espèce d'impulsion qui nous ont beaucoup aidés à avancer. Si on passe sur la diapo d'après, il est en ligne, n'hésitez pas à aller le voir. Notamment, on a Tony Estanguet. Tony Estanguet, je pense que tout le monde le connaît, vous l'avez tous vu et vous l'avez tous entendu parler d'environnement. Et ça, dans le monde du sport, c'est un truc de dingue. Il n'y a aucun autre président de fédé ou de ligue qui a pris autant la parole sur les enjeux environnementaux. Même si on compare au président des boîtes de 440, je suis pas sûre qu'il y en ait autant qui parlent des enjeux environnementaux. Donc on a vraiment quand même quelqu'un de haut placé qui est connu et qui parle au grand public qui a parlé de ces enjeux-là. En plus, ça suscite des attentes. Forcément, on est tous en train de regarder ce qui va se passer pour les Jeux avec tout ce qu'il a promis. Donc là, il y a quand même un truc, un engagement, quelque chose qui a changé. Ils ont une stratégie d'achat responsable qui est hyper engagée également. Et ce qui fait que tous les gens qui ont voulu gagner des marchés pour les Jeux, ils sont très nombreux, ont dû regarder ce que c'était cette politique d'achat responsable, ont dû se renseigner sur les enjeux environnementaux et voir comment ils pouvaient y répondre. Donc c'est toute la filière, et là même plus que événementiel sportif, carrément événementiel, qui a été obligée de regarder un peu tout ce que c'était ces critères environnementaux. Il y a également le COJO, je crois que maintenant ils sont à peu près 1000, voire plus. Il va y avoir 60 000 bénévoles. C'est tous ces gens-là qui vont être formés aux enjeux de développement durable sportif. Donc nous, il va y avoir un vrai, et c'est des gens qui travailleront sûrement demain dans le monde du sport. Donc il y a un vrai héritage en matière de gains de compétences et d'expertise qui restera après les Jeux. Et enfin, il y a plein d'outils et plein de publications qu'ils ont mis sur leur site. Il y en a un notamment, c'est Coach Carbone ou Coach Climat, je sais plus, voilà, qui permet de calculer l'empreinte carbone de son événement sportif. Ça peut paraître bête, mais c'est typiquement le genre de truc qui est très utilisé par les clubs, par les petits événements et qui peut vraiment être utile. Donc il y a tout. Certes, il y a l'héritage matériel qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre, ou en tout cas on n'en sait pas parce qu'on est 4 mois avant et aujourd'hui c'est pas encore livré. Mais il y a aussi toute cette partie immatérielle qui, pour le secteur sportif, l'industrie du sport, va avoir un vrai impact pour nous. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur Paris 2024 ? Alors, sur la Seine, effectivement, la baignade est interdite dans la Seine depuis 1923. L'idée avait été relancée par Jacques Chirac en 1988 de rendre potable les eaux de la Seine. Et depuis, effectivement, on manquait de politique vraiment efficace pour arriver à cet objectif. Donc même si on n'arrive qu'en 2025, on voit bien à quel point ces grands événements sont un coup d'accélérateur. Maintenant, est-ce que, et si je compare avec Londres 2012 et la question des transports qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai dit effectivement il y a un réseau de transports en commun dans l'Est londonien tel qu'il n'aurait jamais vu s'il n'y avait pas eu les JO. Sauf que à côté de ça, sur tout le reste de l'estuaire, il n'y en a pas de transport public et de transport en commun. Donc d'un point de vue citoyen, et d'un point de vue plus largement citoyen du monde, si on change d'échelle, là c'est la géographie qui parle, c'est qu'est-ce qui vaut mieux en fait ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un quartier qui soit ultra bien desservi ou qu'il y ait tout le projet urbain où on ait une densité à l'hectare de transports en commun qui soit intéressante ? Pareil en matière de gestion des eaux. Est-ce que, bien sûr, ça sera très bien pour les Parisiens si la qualité des eaux de la Seine est améliorée. Mais le coût de l'investissement pour améliorer les eaux de la Seine, c'est de l'argent qui n'a pas été globalement dans la politique de l'eau en France. Et là, on revient à l'égalité entre les territoires. C'est-à-dire que
oui, ces événements-là, c'est des accélérateurs, en particulier sur le monde du sport, tout ce qui va être fait, on peut dire, voilà, faut regarder le côté positif, le verre à moitié plein et voir tout ce que ça va changer. Mais se pose la question quand même, par exemple, il y a eu des associations citoyennes, hein, le comité Vigilance Paris 2024 en Seine-Saint-Denis. Globalement, on dit, bah, les jeux, c'est les jeux de la banlieue. C'est El País qui titrait ça, les JO de Paris 2024, c'est les Jeux de la banlieue. Parce que la Seine-Saint-Denis est mise à l'honneur. Mais en fait, c'est pas toute la Seine-Saint-Denis. C'est une partie de la Seine-Saint-Denis qui va se gentrifier, qui va bénéficier des Jeux, mais toute l'autre partie, elle a subi tous les travaux, elle a subi toutes les pollutions engendrées par les travaux, et notamment le comité vigilance s'est pointé le cas d'une école dans le quartier Saint-Denis-Pleyel où en fait l'augmentation de la pollution pour les enfants qui jouent dans la cour de récréation de cette école. Donc en fait, enfin, j'ai pas d'avis sur la question, mais c'est juste en tant que citoyen, on doit se poser la question de pourquoi on fait les choses. Et ce que les JO peuvent changer, c'est dans quelle mesure c'est un choix de société communément accepté et ça intègre l'ensemble des participants. Et pour revenir à mon étude de tout à l'heure, leur conclusion, c'est de dire oui, les JO peuvent être durables, mais pas les JO tels qu'on les fait aujourd'hui et tels qu'on les a fait en fait depuis les années 90. Pour que les JO soient durables, selon eux, je vous livre et puis ça sera à débattre et à méditer, il y a 3 conditions. La première, c'est d'abord que ce soit des événements beaucoup moins importants en termes de venues. Parce que le bilan carbone là sur le climat, de toute façon, enfin, on peut tourner l'équation dans tous les sens. Surtout s'il y a beaucoup de touristes chinois et américains qui arrivent à Paris 2024, le bilan carbone sera catastrophique et donc l'empreinte carbone, elle sera catastrophique. Donc c'est d'avoir des jeux. Alors eux, ils proposent des solutions en disant, bah oui, bien sûr, il y a un problème du niveau des supporters, des fans, etc. Mais donc ils se disent, est-ce qu'on peut pas réfléchir à un autre modèle avec des JO, des expériences digitales, immersives. Alors évidemment, ça sera pas la même chose que d'être dans le stade, hein, et c'est pas la même ferveur, mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas réinventer un autre modèle? Deuxième condition, pour eux, c'est de dire il faut, pour que l'empreinte écologique, et puis même en termes de réinvestissement des infrastructures, en termes de coûts, qui n'est pas dépensé dans d'autres politiques publiques, il faudrait, mais c'est à l'inverse de l'universalité prônée par les JO depuis Pierre de Coubertin, il faudrait qu'en fait, ça soit quelques villes, l'hiver et l'été, qui réorganisent à chaque fois les JO, parce qu'on capitaliserait sur les infrastructures. Alors évidemment, ça crée d'autres inégalités, sur quelle ville on choisit par rapport à quelles autres, etc. Mais pour eux, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, ce que j'évoquais, c'est la question de la gouvernance, avec cet organisme indépendant qui analyse vraiment, en termes de durabilité, ce que coûte à la planète et à la société ces Jeux. Je vous remercie. Avant de passer à la partie suivante, j'aimerais rebondir sur ce que vous évoquiez, Monsieur Pierre, notamment concernant les autres types de grands événements sportifs. On voit qu'il y a quelques parents pauvres, et je pense notamment au football, qui, à l'occasion des différentes Coupes du Monde, je pense à celle au Qatar, je pense aux différents pays sélectionnés lors des prochaines Coupes du Monde. Comment est-ce que vous expliquez que certains grands événements sportifs, que ce soit que de la communication ou que ce soit en termes réels, prennent en compte ces enjeux, et comment expliquer que le football semble vraiment à part sur ces questions? Je prends la parole à la place de Margot, parce que comme elle a travaillé longtemps à la Ligue de foot professionnel. Non, juste rebondir sur le point de tout à l'heure, en disant que demain, peut-être que ces grands événements devraient être concentrés sur certaines villes et répétés tous les 4 ans dans certaines villes. Malheureusement, en fait, c'est déjà le cas, parce que certains continents n'ont jamais eu accès à ces grands événements internationaux. Et en termes d'égalité, on peut se poser la question au niveau planétaire, où sont mis véritablement ces investissements, mais ça c'est une autre question. Et c'est un problème aussi justement de se dire, demain, ces grands événements devront respecter certains critères, certaines normes, un bilan carbone X, Y, ça, comment on le mesure, chacun définira. Mais ça veut dire que certains continents, malheureusement, ne pourront jamais accéder à ce genre d'événements, parce que au-delà de construire des infrastructures sportives, il faudra construire des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières, des infrastructures peut-être hôtelières, et du coup ces bilans carbone exploseraient. Donc
ça pose la question de le sport universel. Ben en fait, peut-être pas vraiment. Donc c'est quelque chose peut-être aussi à revoir dans ces modèles de ces grands événements. Après, pour revenir à votre question sur le football, est-ce que le football prend moins en compte ces enjeux? Le football est tellement exposé dans notre société que dès qu'il fait quelque chose de travers, on a l'impression ou moins bien que les autres, ben, forcément, il prend pas en compte ces sujets-là. Je crois qu'il ne faut pas être catégorique non plus. Je suis pas sûr que le football soit plus en retard que d'autres sports. Je suis pas sûr que le football soit plus en retard que le rugby, par exemple. Le rugby qui a une image très territoriale et très ancrée sur ses territoires, je suis pas sûr qu'il ait pris plus en compte ces sujets de développement durable ou de transition. Je suis pas certain. La ligue de foot professionnel et c'est pas parce que Margot est là, a mis énormément d'actions en place. On vient de voir que la première ligue anglaise aussi a pris des engagements environnementaux dans ces différentes pratiques. Voilà, par contre, le foot a ce vrai rôle aussi dans la société de pouvoir impulser ces enjeux-là. Et les footballeurs, notamment les sportifs footballeurs, ont aussi cette prise cette place dans la société et cette prise de parole qui peut être vraiment nécessaire pour parler à la jeunesse, pour parler à l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, je discutais avec un club hier, un club de Ligue 1, qui m'évoquait tous les ans, ils font une étude auprès de leurs joueurs en disant sur quel sujet vous êtes prêts à prendre la parole, sur quel sujet vous êtes prêts à communiquer à travers les actions que mène le club, donc de discrimination, d'égalité homme-femme ou autre. Et l'environnement était dernier jusqu'à maintenant. Et en fait, ils se rendent compte que d'année en année, l'environnement est en train de monter petit à petit et que les sportifs se sentent de plus en plus légitimes à prendre la parole sur ces sujets-là. Et notamment, là, cet exemple-là, c'était les footballeurs professionnels. Et donc c'est important. Voilà, mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, je vais manger l'autre question. Non, je dirais juste, il y a beaucoup d'instances dans le football qui sont parfois méconnues. Il y a la FIFA, qui est peut-être l'un des acteurs qui agit le moins sur la partie environnementale. J'espère que je vais choquer personne et que personne travaille à la FIFA ici, mais voilà, qui en tout cas est encore dans un concept de développement et d'ouverture qui est parfois choquant. Et puis après, il y a l'UEFA, il y a les ligues européennes, il y a plein d'autres acteurs, il n'y a pas que la FIFA, et donc il faut, voilà. Et je voulais juste rebondir sur les exigences environnementales de l'étude dont vous parlez. Il se trouve qu'on va accueillir des Jeux Olympiques en 2030, finalement j'en parle, c'est pas grave. Mais il y a un collectif d'associations qui a rédigé des exigences environnementales et qui en reprend 2 des 3, parce que garder toujours le même site, en tout cas, c'était pas dedans, mais avec l'idée d'un comité indépendant qui viendrait évaluer effectivement l'impact économique, social et environnemental sur des critères qui seraient définis pour tous les grands événements sportifs internationaux. Et effectivement, cette idée de les faire plus sobrement de plein de manières différentes. Voilà, je voulais juste compléter ça. Ok, merci pour vos réponses. On va maintenant passer à une troisième partie sur l'adaptation du sport aux enjeux climatiques et donc plutôt au niveau des pratiques sportives. Donc Paris 2024 se tiendra en plein été à Paris. La température a déjà atteint plus de 42 degrés en 2019 et ça représente plus de 10 degrés au-dessus du maximum conseillé pour garantir la santé et la performance chez les athlètes. Comment envisager ce risque de canicule pour les Jeux de cet été ? Je ne vais pas forcément répondre à votre question directement, mais juste, je retourne moi sur ma carrière de sportif. En 17 ans de rugby pro, ça m'est très peu arrivé qu'on soit arrêté à la mi-temps parce que justement il faisait chaud, où il y avait des canicules. À la fin de ma carrière, ça arrivait petit à petit et de plus en plus. Ça m'allait bien parce que à l'âge que j'avais, de m'arrêter un petit peu au bout de 20 minutes, ça allait très bien. Mais en réalité, aujourd'hui, malheureusement, ça devient... C'est presque normal l'été, au mois de septembre, de s'arrêter au bout de 20 minutes pour faire une pause water break parce que les températures sont tellement chaudes que ça peut être dangereux pour le corps et pour les athlètes. Donc malheureusement, on est déjà à réaction, en train
s'adapter. Alors, je sais pas si c'est vraiment s'adapter, faire une pause au bout de 20 minutes au water break, mais malheureusement, on est déjà sur ce sujet-là. Voilà. Juste une petite expérience personnelle. Alors en ce qui concerne l'équitation, c'est déjà arrivé à Hong Kong où il y avait des températures et de l'humidité surtout extrêmes. Bon, en général, on décale les horaires, on les met ou très tôt le matin ou plus tard le soir, et il n'y a pas d'épreuve entre midi et 16 heures. Donc c'est des possibilités qui sont déjà envisagées par les intervenants de différents sports. Après, c'est sûr que ça pose des problèmes, mais dans toute activité, si vous êtes couvreur de votre métier, l'été, entre midi et 16 heures, vous avez du mal à faire travailler les ouvriers. Donc, je dirais le problème, il est un petit peu pour tout le monde, mais dans le sport, là, les organisateurs essaient d'avoir des plans B pour ce genre de situation. Mais l'eau aussi, les inondations qui peuvent avoir lieu au mois d'août peuvent poser des problèmes aussi tout aussi importants. Peut-être juste pour compléter, la manière dont sont choisies ces dates, généralement le CIO demande à ce que ce soit des dates qui impactent le moins la ville qui accueille. Et du coup, à Paris, c'est vrai que c'est 2 semaines en vacances scolaires où les centres sportifs sont fermés, on ne va pas arrêter les entraînements, où les transports sont plus allégés, c'est les 2 semaines où les Parisiens sont le plus partis. Voilà, ces choix, ils sont vraiment là. Donc aujourd'hui, les JO, ils ont lieu en été parce que la ville est généralement plus ville en été. Après, c'est des choses qu'il faudra sûrement remettre en question à un moment ou à un autre. On a vu que c'est possible puisque le Qatar a fait une Coupe du Monde en plein mois de décembre, donc tout est envisageable. Peut-être pour compléter, le risque, à mon avis, c'est la maladaptation. Et on le voit déjà, on parlait de la Coupe du Monde du Qatar, mais les événements sportifs qui sont organisés à Dubaï, dans ces pays du Moyen-Orient, en fait, aujourd'hui, ils s'adaptent avec des stades ultra climatisés, il y a même de la climatisation en extérieur, enfin, qui sont des aberrations d'un point de vue écologique, mais parce qu'ils ont les moyens financiers et parce que, bon, ils ont un discours sur le développement durable, mais après, la mise en œuvre est une interprétation très libre de ce que peut être le développement durable, mais ça risque de renforcer, justement, dans le cas où on n'aurait que quelques villes capables d'accueillir des événements sportifs, ce seraient des villes qui investiraient des mannes financières énormes pour pallier en fait les évolutions climatiques, mais avec de la maladaptation, c'est-à-dire en renforçant les émissions de gaz à effet de serre à long terme. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est le risque de vouloir faire vite, c'est de trouver des solutions techniques, parce que pour l'instant, sur la transition, on est quand même persuadé qu'elle va être technologique. La technologie peut apporter des réponses, mais la transition, elle sera jamais seulement technologique. Mais en fait, ces questions-là, elles sont pas nouvelles. Pour revenir à d'autres événements antérieurs, alors c'était pas le climat, mais c'était la question de la pollution de l'air. Aujourd'hui, Los Angeles 2028 se pose en regard de Los Angeles 1984, parce que pour eux, c'était des JO en termes de transformation de la ville qui avaient été vraiment très, très impactants sur l'organisation urbaine de Los Angeles. Il y avait énormément de travaux qui avaient été faits et qui avaient amélioré la ville. Sauf que, en fait, des historiens aujourd'hui disent que les JO de 84 sont une des causes des émeutes à Los Angeles en 92, puisque toutes les minorités ont été exclues de ces grands projets d'aménagement. Et en termes de pollution, ça a généré les travaux et puis cette métamorphose de la ville, des pollutions considérables à tel point que je crois que c'est un athlète britannique, Steve Ovett, qui avait aux Jeux Olympiques donc de 1980 de Moscou, avait battu les records sur le 1500 mètres. En 84 à Los Angeles sur le 800 mètres, il peine à finir la course et il fait une crise d'asthme à l'arrivée. Et en fait, à l'époque, évidemment, c'est un événement anecdotique. Mais il y a eu des études ensuite qui ont prouvé que c'était vraiment la qualité de l'air à Los Angeles qui avait provoqué sa crise d'asthme. Alors, ça aurait pu commencer à mener des réflexions sur les impacts sanitaires. Alors là, c'est la pollution, c'est pas le climat, mais en fait, dans un climat qui change, il y aura aussi des enjeux accrus en termes de pollution de l'air. Et en fait, on le sait déjà, tout ça. Et donc, encore une fois, c'est quel modèle d'événements sportifs on veut pour demain et pour la santé de nos athlètes qu'on supporte. Juste un détail à donner. Pour Versailles, par exemple, il n'y aura aucune climatisation, ni pour les chevaux.
a priori, de l'air sera rafraîchi dans le sol, éventuellement avec des ventilateurs pour faire baisser, soi-disant, de 6 degrés la température. Donc c'est les projets qu'il y a, mais il n'y aura aucune climatisation. Voilà, donc il y a quand même un peu de... Enfin, les progrès, ça avance gentiment, mais ça avance quand même un petit peu. Merci pour vos réponses. Petit intermède photographique. Il y a 10 jours, la station de ski de Lamongie dans les Hautes-Pyrénées ressemblait à ça. Quel avenir pour les sports d'hiver avec un manteau de neigeux qui est voué à diminuer de 30% en moyenne si la hausse des températures atteint 2 degrés? Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti la semaine dernière, qui est très précis sur le sujet, où 90% des stations, je crois, ne survivront pas. Donc voilà. Donc là, il y a un vrai enjeu. Le problème du ski, du modèle du ski aujourd'hui, c'est que tout réside dans le ski alpin et les remontées mécaniques. C'est ça qui génère de l'argent. Mais il y a plein d'autres manières de profiter de la montagne, et que là, c'est une vraie remise en cause. Alors, dès qu'on parle de ces sujets, on parle des emplois créés, de l'impact économique et tout ça. Toujours pareil, hein, je crois que c'est 7% des Français qui vont au ski, que des filières industrielles qui ont disparu, on en a déjà connu, mais c'est des transitions, c'est des adaptations qui prennent du temps, qui sont compliquées. Voilà, aujourd'hui, on a un rapport de la Cour des comptes qui dit tout ce qu'il faut savoir. Oui, alors c'est intéressant cet exemple des sports d'hiver, et le rapport des comptes, la Cour des comptes est intéressant. Alors, je reviens un peu sur, vous avez posé la question, si on dépasse les 2 degrés. Moi, je dirais plutôt quand on va dépasser les 2 degrés, puisque pour la France, on est quand même déjà sur des scénarios plus 4. Et ce que je voudrais dire, c'est que bien sûr, on peut penser, on évoquait en aparté avant la conférence l'idée de... Bah voilà, clairement, le ski, la neige artificielle, c'est un modèle, même si pour l'instant on n'en prend pas le chemin d'une transition rapide, il y a un moment donné, ça pourra plus se faire, et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Uniquement à l'occasion des Jeux Olympiques ou des grands événements sportifs qu'on doit se préoccuper de nos émissions de gaz à effet de serre et notre comportement en matière climatique. C'est pour ne pas avoir une transition accélérée vers un autre modèle où on pourrait plus pratiquer ce type de sport. Peut-être que collectivement, on peut agir au quotidien et pas seulement lors des grands événements sportifs sur ces questions. Juste une dernière anecdote, on en parlait avec une personne de Surfrider Foundation, mais l'épreuve de surf que vous allez voir au JO, la vague est autant notée, en fait, l'athlète va être noté sur sa vague, parce qu'on tient compte de la nature, de la manière dont la nature fonctionne. Pourquoi à un moment, on ne pourrait pas imaginer que le skieur, on va le noter aussi sur la manière dont la piste, la neige est plus dure, plus molle, enfin voilà. Est-ce qu'on ne peut pas prendre en compte la nature là-dessus aussi? Non, je crois que c'est important aussi, un point important sur pas mettre un focus sur ces enjeux-là de transition dans le sport juste parce qu'il y a un événement et que fin septembre 2024 on arrête d'en parler et c'est bon, le sport a fait son transition, Paris 2024 c'était super et c'est fini. Le sport c'est pas que les grands événements, les JO c'est une fois tous les 100 ans, enfin peut-être un peu plus avec les hommes 2030 mais en France mais le sport c'est tous les jours et c'est tous les jours qu'on peut aussi inculquer les bonnes pratiques et nous aussi à titre individuel passer quelque part vers ce passage de la transition et encore une fois utiliser le sport comme un moyen de transition, d'accélération des territoires. Merci pour vos réponses. Et d'ailleurs, au niveau de ces pratiques qui sont plus individuelles et moins centrées sur les athlètes, en France, on a 73% des hommes et 71% des femmes âgées de plus de 15 ans qui déclarent faire du sport de façon régulière ou occasionnelle. Ça représente donc des millions d'individus et un impact conséquent. Et donc, côté sport amateur, comment peut-on réduire l'impact des pratiques sur l'environnement ? Alors moi je peux essayer d'en parler. Donc c'est un peu comme partout, c'est le covoiturage déjà qui est quand même soutenu et développé par les fédérations qui essaient de faire pas mal d'images là-dessus.
Sur la pratique proprement dite, parce que ce que je vous disais, des économies un peu sur tous les modèles, sur les matériaux, le matériel utilisé. Moi j'ai un partenaire qui a une société de sellerie. Ils bossent seulement sur 4 jours, ils traitent leurs déchets. Donc l'environnement autour du sport en fait que on essaie de diminuer. Mais si la pratique augmente, forcément on monte d'un côté, est-ce qu'on descend de l'autre? Mais il y a quand même une prise de conscience face à toutes les nouvelles boîtes qui bossent dans le sport. Quand même, ils ont dans la tête, ils ont des travaux sur l'écologie avec tous les employés une fois par mois. Alors, est-ce que ça donne beaucoup? On n'a pas le résultat tout de suite, mais enfin, les gens se posent la question, et même les gens essaient comme dans les poney clubs, il y a une famille qui emmène 5 enfants, j'ai là pour une question de temps de gens qui travaillent, mais ça existe déjà. Après ça, donc il y a sur l'eau, pareil, tout le monde essaie de baisser un peu son niveau de consommation avec des robinets qui consomment moins, des toilettes à double étage ou des toilettes sèches. Donc on se pose la question maintenant, est-ce que c'est assez développé? La réponse est non. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup du coup de stratégies d'atténuation comme ça pour minimiser les impacts du sport, et beaucoup de fédés portent ça et essayent de le développer au niveau des clubs amateurs. Et même au-delà, il y a certaines fédés même qui vont essayer de contribuer, comment en faisant mon sport, est-ce que je peux contribuer à l'environnement, que ce soit la voile ou que ce soit je fais ma randonnée et puis je vais regarder ce qu'il y a en termes de biodiversité, peut-être le recenser. Donc on voit ce genre d'initiative qui commence, et c'est vrai que voilà, forcément atténuer en premier lieu, ça il y a pas de doute, et chaque acteur peut le faire. Et puis même au-delà, comment pendant mon sport je peux contribuer à faire quelque chose de mieux. Juste sur quelques exemples, nous on travaille par exemple avec un club de ski, il y avait un club de ski qui a un parent au milieu qui est féru de tout ce qui est bilan carbone, qui a travaillé sur un outil où chaque parent rentre quel trajet il a fait, combien d'enfants il emmène à telle compétition ou tel entraînement de ski. Et ils ont pratiquement un bilan carbone qui sort uniquement sur les transports évidemment, mais qui sort instantanément et qui est diffusé à l'ensemble du club, et ça a été mis en place l'année dernière. Et en fait aujourd'hui, pour y avoir été, j'ai pu le constater, il y a un vrai enjeu, et il y a un challenge au sein du club de réduire cette empreinte. On a mesuré, maintenant on va essayer de réduire au maximum, mais il y a plein aujourd'hui d'applications ou plein de solutions aussi qui sont rentrées aussi petit à petit dans le marché pour justement engager le monde du sport dans cette transition. Je prends un autre exemple. On a un club de Bretagne, un petit club en Bretagne de rugby. Aujourd'hui, ils ont 0 plastique. Ils ont pratiquement 0 déchet. Ils ont supprimé tout ce qui est goodies. Ils ont vraiment travaillé fortement. Ils travaillent sur une alimentation locale avec des crêpes pour les jeunes. Ils ont impliqué l'ensemble des parents bénévoles sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce club est accompagné par la collectivité. Il y a un jardin partagé, pédagogique. Il y a du compost dans l'enceinte du club. Et on sent que l'ensemble des clubs et des adhérents sont responsables et s'engagent véritablement. Alors c'est des petits leviers, mais on a besoin de ça pour réussir quelque part cette transition. Tout à l'heure, on a parlé de l'association Surfrider. Alors, pas forcément sur le climat, mais sur l'environnement. Je sais que sur toutes les combinaisons, ils essayent, alors c'est des matériaux pas biodégradables, hein, mais ils essayent d'avoir une seconde vie, économie circulaire, de fabriquer d'autres objets à partir des combinaisons usagées. Et voilà, c'est des petits pas. Et en plus, Surfrider fait par contre beaucoup de lobbying à Bruxelles aussi sur tout ce qui est politique environnementale. Je pense que les JO inspirent, mais plus largement, on l'a dit plusieurs fois au cours de cette soirée, le sport et les sportifs inspirent des millions, voire des milliards de jeunes à l'échelle de la planète. Et donc je pense qu'effectivement, et individuellement et collectivement à travers les fédérations, c'est vraiment un lieu pour porter des changements de mentalité. Parce que la transition, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, qu'elle doit être rapide face à l'urgence climatique,
Malheureusement, elle se fera pas du jour au lendemain, mais en même temps, vaut mieux peut-être prendre le temps de faire les choses correctement et de laisser tous les acteurs s'approprier cette transition et participer, même si c'est modeste. À leur échelle, tout le monde n'a pas les moyens effectivement des grandes fédérations et c'est peut-être dommage que la FIFA, avec ses moyens, ne soit pas plus proactive. Mais voilà, je crois qu'il faut quand même souligner l'ensemble des initiatives qui pour l'instant sont un peu disparates, un peu partout dans le monde, mais peut-être petit à petit, l'esprit du sport peut renaître à travers ces enjeux climatiques et ça peut être un moyen aussi, parce que finalement, ce qui manque aujourd'hui, c'est on a perdu l'esprit collectif, la solidarité. Et le sport est peut-être un des rares secteurs qui le porte encore. Et est-ce que ce collectif et ce sentiment d'agir pour la planète, parce que c'est notre lieu de vie, on ne pourrait pas y réfléchir à travers le sport? Ça serait peut-être la meilleure avancée en termes de transition. Okay. Merci. Comment la ville peut s'adapter de façon durable pour garantir des infrastructures moins polluantes et permettant une pratique sportive malgré l'augmentation des températures? Ici, on a des cartes de la France avec l'augmentation des températures pendant l'été à plus 2 et plus 4 degrés selon les scénarios. Voilà. Vous en pensez quoi? Comment adapter la ville? Alors, en termes de planification urbaine, c'est compliqué. Par exemple, ce que reproche le comité Vigilance Paris 2024, c'est qu'il y avait les grands discours sur notamment le verdissement des espaces olympiques. Et puis, parce que le temps avance, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, de toute façon, le jour J, on peut pas se rater. Donc, finalement, on a rogné un peu la superficie, vu les prix du foncier aussi dans des grandes villes dédiées aux espaces verts. Et donc, on a des espaces verts, mais c'est plus des mesurettes par rapport aux enjeux. Là, il y a vraiment un enjeu. Mais aujourd'hui, en fait, je crois qu'il n'y a aucun événement qui, on pourrait se dire, justement, les JO, c'est une opportunité formidable pour repenser la manière de construire la ville. Mais le calendrier fait que on la repense un petit peu, mais aujourd'hui la transition, elle impose de repenser en profondeur. Il faut limiter les îlots de chaleur urbains, il faut davantage végétaliser les villes, mais il faut aussi que tout ce verdissement, il bénéficie à l'ensemble de la population, y compris aux catégories sociales les plus défavorisées. Donc il y a, en matière d'urbanisme, d'aménagement, il y a des enjeux qui sont colossaux. Mais qui doivent être aussi acceptables politiquement, et politiquement au sens grec du terme. C'est la police, la cité, c'est pas grec du terme en fait, parce que tout le monde ne participait pas au choix dans la cité grecque, mais en tout cas, c'est pas seulement quelques politiques, c'est l'ensemble des populations qui doivent décider en commun aujourd'hui sur ce que doit être la ville de demain. Et forcément, ça implique des changements en profondeur. Mais c'est pas forcément aller vers une ville qui sera moins bien qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a tendance aussi à dire, voilà, face à l'urgence climatique, un peu de fatalisme, forcément on va aller vers plus de sobriété, on va pouvoir moins se déplacer, on va pouvoir moins avoir des événements comme ça très, très touristiques, mais peut-être qu'on va perdre des choses, mais on va en gagner d'autres. Mais j'ai pas de réponse en fait sur ce que doit être la ville pour s'adapter à plus 2, plus 4. La réponse, elle est à trouver collectivement. Mais il faut s'y mettre, il faut se mettre autour de la table et vite, parce qu'aujourd'hui, on a des formes urbaines qui sont de la maladaptation face au changement climatique. Et c'est pas en corrigeant à la marge qu'on va changer de modèle. Alors ça peut faire peur à la transition, mais en même temps, on a beaucoup à gagner. Et là, le sport, encore une fois, je vais refiler la métaphore, mais un sportif, il met tout en jeu pour gagner, justement. Enfin, il arrive à se créer des objectifs pour se dépasser. Et je crois qu'en matière d'urbanisme, on est trop frileux. Il faudrait avoir cette énergie du sportif pour se dire, voilà, on n'a rien à perdre. La course, là, le titre de la conférence était « Course contre la montre ». La course, elle est lancée, on y va. On se met tous autour de la table, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et comment on pense cette ville pour qu'elle soit vivable par tous. C'est pas la ville de quelques-uns, parce que les plus riches arriveront toujours à s'adapter. Mais est-ce que c'est la ville de demain que l'on souhaite? Ça, c'est une autre question.
Et enfin, pour finir cette partie, Monsieur Pierre, pourquoi avoir fait le choix de travailler avec des clubs au sein d'une structure associative plutôt que d'évoluer directement dans une structure sportive? Et quel est dans ce cadre-là le rôle de la labellisation? Par où commencer? Non, j'avais envie tout d'abord de créer quelque chose et de m'engager véritablement. Je suis persuadé que en tant que sportif, je peux avoir une voix qui porte et je veux pouvoir l'utiliser et je voulais m'engager véritablement et être convaincu que le sport peut, encore une fois, je vais répéter, mais être vraiment un accélérateur de cette transition. J'ai l'impression d'avoir répété cette phrase toute la journée parce que j'étais avec le président de l'ADEME ce matin et je lui ai dit ça 10 fois, je crois. Mais véritablement, je crois qu'il y a des vrais enjeux. Il faut pas taper sur le sport en disant que ce qu'ils font moins bien, encore une fois, mais voilà, je sais pas comment répondre véritablement à votre question, mais j'avais envie de m'engager véritablement. Après, pourquoi la labellisation? Parce que on l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, hein, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris sur beaucoup d'événements. Mais en vérité, comment demain on mesure, comment demain on évalue, comment demain on dit que ces événements ont pris ces engagements véritablement. Le label peut être un moyen d'évaluer et d'engager véritablement cette transition. On parle de Paris 2024, on peut parler du Vendée Globe qui a lieu cette année, qui a pris 10 engagements, c'est très bien. Personnellement, quand on regarde vraiment dans le fond de ces engagements, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Donc, voilà pourquoi, c'est que voilà, je pense on voit bien que le secteur est en train de s'engager et dans cette phase de transition, en train de s'organiser. Il y a différents acteurs qui sont en train de se positionner et c'est tant mieux. Il en faut plus et de plus en plus, je pense, parce que plus il y aura de solutions, plus il y aura d'engagement et ça c'est l'essentiel. Des structures qui vont accompagner, des solutions qui vont pouvoir que les structures sportives vont pouvoir adopter. Et demain, différents labels, certifications qui devront naître parce que le secteur va devoir s'organiser et pour éviter demain peut-être le greenwashing ou autre, devra s'organiser autour de labels ou autres certifications justement pour attester véritablement cet engagement. Donc voilà pourquoi je me suis engagé dans cette voie-là et que le label c'est aussi une façon de communiquer et que le sport est un moyen de communication extrêmement puissant. Voilà différentes façons pourquoi je me suis engagé. Je vous remercie. On va pouvoir passer à la dernière partie de cette conférence avant de passer aux questions du public. Évoquer le rôle des athlètes également dans la transition écologique. Donc on souhaitait vous demander si, selon vous, les sportifs de haut niveau ont vocation à prendre la parole sur des sujets de société et à quel point ils peuvent avoir un impact positif, et je pense notamment ici à la transition écologique. Je vais peut-être donner la parole d'abord à Monsieur Mesplès sur donc cet impact que peut avoir un sportif dans sa prise de parole, et laisser ensuite la parole également à Madame Schaff qui, je crois, a un schéma dédié sur la question. Alors les athlètes, moi je fais partie de la commission des athlètes donc du CNOSF, où on est une cinquantaine. Tous les athlètes sont concernés en fait par le sujet. Alors donc avoir des idées en fait c'est pas mal. Le tout c'est essayer de rentrer dans des bureaux de fédération. Mais ça peut être à n'importe quel niveau, hein. C'est pour ça tous les jeunes qui ont des bonnes idées, d'avoir des idées c'est bien, mais à un moment donné il faut passer au bureau et dire là dans ma fédération, maintenant on arrête le bavardage, on a des solutions, on les met en place et là on peut avancer. Mais c'est pas facile à faire parce que les gens qui sont en place ils n'ont pas forcément envie de bouger et ceux qui y sont pas ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Parce que donc maintenant dans toutes les fédérations il y a des commissions de sportifs qui doivent s'intégrer donc dans les bureaux, mais pour trouver des gens motivés à le faire, c'est pas si facile. Donc la solution elle est quand même là, c'est qu'il faut des gens qui s'investissent, que ce soit dans les fédérations sportives ou dans la vie politique, on va dire, mais qui ont une vraie pensée de développement durable ou écologique.
Donc ça dans les nouvelles sociétés, on va dire économiques, ça commence à se faire dans toutes les startups, etc. On voit qu'il y a un vrai partage là-dessus. Maintenant, dans les fédérations, quand on regarde les bureaux, c'est des gens qui sont d'une génération qui sont pas forcément impliqués là-dedans. Donc faut les bouger un peu. Effectivement, ils font un peu de greenwashing. Donc c'est aux athlètes de prendre confiance déjà de leur niveau de qu'est-ce que je fais moi personnellement pour faire avancer le schmilblick, on va dire, et qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Mais déjà à son propre niveau, je pense que les athlètes y pensent. Après ça, pour les fédérations, souvent il faut leur porter, ou les clubs, leur amener les outils, parce que bon, les labels, c'est bien, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais il faut aussi leur dire, voilà, ça, vous pouvez faire ça, tu fais ça, investissement, temps, aide, temps, et tu vas y arriver. Si le gars, il est obligé d'aller chercher les aides à droite, à gauche, comment il faut faire, le financement, etc., ça ralentit énormément la machine, et je pense que le développement, d'avoir des gens qui vous mettent enfin pas des barres, mais qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, c'est bien, mais d'autres qui vous disent on va faire ça avec toi et on t'amène tous les outils pour le faire, et le financement, je pense que c'est mieux. Voilà. Alors je vais reprendre ces diapos, donc c'est Maël Besson qui les a fait, mais il a tiré ces chiffres d'un site, vous pouvez aller en ligne pour le faire, et en fait ça permet d'étudier ce que retient la mémoire collective, les propos qui sont retenus par la mémoire collective dans le monde entier sur différentes périodes. Et vous voyez qu'avant on écoutait beaucoup nos politiciens, et que maintenant on voit que c'est les sportifs qui sont beaucoup plus entendus. Si on va juste sur la slide d'après, j'ai fait tirer le trait, voilà, de 2000 à 2024, et il y a une place encore plus importante, quasiment la moitié sont représentés par des athlètes et des sportifs. Les noblemen, c'est tout ce qui est prince d'Angleterre, reine d'Angleterre, enfin roi d'Angleterre maintenant, excusez-moi, et tout ça. Et on a les social activistes qui est apparu avec Greta, la parole de Greta qui est beaucoup plus entendue qu'avant. Donc on voit ce poids, effectivement, des athlètes et des sportifs qui sont suivis sur les réseaux sociaux, qui sont écoutés, qui sont portés, qui sont tout ça. Une fois qu'on a dit ça, pour un sportif, c'est beaucoup plus facile de soutenir les petits-enfants malades dans les hôpitaux que d'aller parler environnement alors qu'il doit prendre l'avion tous les jours pour aller à une compétition. Donc il y a pour eux, une vraie difficulté à pouvoir porter ces messages sur l'environnement alors que leur métier dont ils vivent les oblige à prendre l'avion au quotidien. Donc c'est quelque chose effectivement qui est compliqué. Nous, on a travaillé dans le football parce qu'on y croit vachement, c'est ce qu'on appelle le placement de gestes. Vous savez, dans les films, maintenant, ils vous placent le dernier iPhone, le machin, et donc vous les voyez dans les films. Et on se dit que si, lors d'une compétition, on peut avoir une gourde plutôt qu'une bouteille d'eau, le bon geste de tri au moment où la caméra est sur eux, en plein milieu des JO, ce genre de placement de gestes, ça peut influencer après des millions de personnes qui regarderaient à ce moment-là leur télé. Donc voilà, donc travailler là-dessus aussi, et c'est vrai qu'après, cette prise de parole des athlètes, elle est, je pense, très compliquée. Mais Julien, tu peux peut-être nous en dire plus. Oui, je pense que c'est compliqué pour deux choses. Je pense que les sportifs prennent la parole sur tous les sujets sociaux parce qu'en fait leurs institutions sont engagées et prennent la parole sur ces sujets-là. Et je rejoins totalement ce que vous dites, monsieur, c'est que les dirigeants aujourd'hui des fédérations n'ont pas forcément bougé. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais aussi, on n'a pas forcément d'athlètes qui s'engagent politiquement dans ces fédérations de jeunes générations qui vont bouger les choses. Et on a aussi besoin d'engagement. Et c'est pas juste dire il faut s'engager, il faut y aller, il faut se mouiller véritablement, mouiller le maillot. Et je pense que c'est important. Et je pense que les sportifs doivent y aller et doivent se mobiliser véritablement à la tête de ces fédérations et autres institutions pour faire changer les choses et pour faire évoluer les mentalités. Et je pense que ce sera d'autant plus facile demain pour un sportif, pour un footballeur professionnel ou autre, de prendre la parole sur ces sujets environnementaux si les instances prennent ces sujets à bras-le-corps. Parce que pourquoi moi je parlerais d'environnement si moi mon club n'en parle pas ou ma fédération ou ma ligue ou autre ne prend pas ces sujets, ne parle pas de ces sujets. Même si je prends l'avion toutes les semaines, bah oui, c'est mon activité, je prends l'avion, voilà, c'est comme ça, et je l'assume. Je l'assume parce que ma fédération aussi prend ces sujets. Et je reprends sur mon cas. Moi, quand j'étais joueur, j'avais la création. J'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement et des espèces menacées, notamment.
J'en ai pas parlé pour un autre sujet, c'est que c'était aussi une façon pour moi d'avoir un jardin secret et de construire mon après-carrière sans être jugé toutes les semaines sur ce que je faisais dans cette fédération, sans avoir ma note dans l'équipe, savoir si j'avais bien fait ou pas mes devoirs dans cette fondation. Donc c'est aussi ces sujets-là. Et il y a aussi plein de sportifs qui font des choses, mais qui n'ont pas forcément envie d'expliquer et de commenter tout ce qu'ils font. Donc c'est toujours un juste milieu dans tout ça, où il faut qu'il y ait une vraie prise de parole, et on le voit, évidemment, il faut que les sportifs s'engagent, il faut qu'ils s'engagent pas uniquement sur les réseaux sociaux en disant on va faire ça, mais qu'ils s'engagent véritablement et dans des choix politiques, parce que le sport, on peut dire ce qu'on veut, c'est de la politique, mais qu'ils s'engagent véritablement dans différentes instances, institutions, pour faire bouger les choses. Un commentaire d'une non-sportive, c'est, encore une fois, ça pose la question de est-ce que dans le monde de demain, on est obligé d'avoir des compétitions internationales et que l'influence du sportif soit jaugée à l'aune de ces compétitions internationales? On peut très bien penser à un monde où on a des compétitions plus à l'échelle européenne. Alors après, ça suppose de donner les moyens à tous les continents d'avoir ces... parce qu'il ne faudrait pas que le continent africain, par exemple, soit exclu d'un certain nombre d'événements sportifs. Mais c'est une vraie question. Enfin, et la faute est peut-être pas individuellement aux sportifs. Effectivement, c'est la question des structures, donc les fédérations, mais aussi des choix du politique. Sur la transition et sur le développement durable, il y a une injonction à dire... en responsabilisant chacun des acteurs, c'est aussi une manière pour le politique de se déresponsabiliser, en disant oui, vous voyez bien, il y a urgence climatique, faites, changez vos pratiques. Mais en fait, il faut un pilote dans le navire. Sans pilote, la transition, on parlait de planification urbaine, c'est le pilote à l'échelle de la ville ou de la métropole, mais plus largement, aujourd'hui, il faut un cadre, et un cadre précis qui accompagne. La compétition, elle ne sera gagnée qu'à ce prix, et avec un discours qui montre qu'en fait, on a beaucoup à gagner. Est-ce que finalement, on aura perdu de la ferveur sportive si on ne va pas à des compétitions aux quatre coins de la planète? Pas forcément. On peut aussi renforcer cette ferveur sportive à d'autres échelles. Et je crois que en tout cas, c'est une question à laquelle on doit répondre collectivement. Oui, et je crois qu'on est encore dans malheureusement une course à échalote où et toutes les disciplines, on parle du foot parce que voilà, le foot est extrêmement exposé, mais en fait toutes les disciplines sont dans cette course à échalote. Il faut faire plus de compétitions, plus de matchs et plus de rencontres pour au final faire plus de bénéfices. Mais est-ce que voir un France All Black tous les 6 mois, est-ce que ça aura toujours la même saveur que si on le voit une fois tous les 4 ans? Parce que la magie du sport, c'est ça aussi. La magie du sport, c'est de voir des JO tous les 4 ans. Et peut-être que demain, il faudra le faire tous les 5 ans, parce que quelque part, si on le fait tous les 5 ans, on arrivera à réduire quelque part l'empreinte globale de ces grands événements. Parce que la magie du sport, c'est ça. C'est un événement qui se produit parfois, et à ce moment-là, c'est la magie du sport, et on aime ce sport, on aime le sport parce qu'il y a ça. Je crois que ce soir il y a un match de foot du PSG. Si toutes les semaines le PSG jouait contre ces équipes-là, est-ce qu'on saurait la même saveur? Pas sûr. Donc il faut aussi garder cette magie-là, cette magie du sport, et peut-être prendre des engagements, ou arrêter de multiplier ces compétitions, peut-être les espacer dans le temps. Parce que si on fait des JO, de les faire tous les 4 ans ou tous les 5 ans, c'est-à-dire que tous les 20 ans, on gagne un JO. Donc quelque part, indirectement, on réduira l'empreinte carbone de ces grands événements. Peut-être que d'inscrire comme valeur universelle la protection de l'environnement, dans l'universel du sport, la protection de l'environnement, peut-être que demain, ça pourra découler dans toutes les fédérations, tous les clubs et les sportifs. Je pense qu'il y a un vrai changement, franchement, je pense qu'on a vraiment à y gagner. Bien, je vous remercie à toutes et tous. On va pouvoir passer aux questions du public. Donc on va passer dans les rangs. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Bonjour, merci pour vos interventions. C'est moi qui parle. Je suis Kali, je suis footballeur américain et
je suis membre du collectif Climato-Sportif. On travaille sur la sensibilisation et vraiment le travail sur les démarches éco-responsables du coup des sportives, d'amateurs à professionnels. Et il y a des questions qu'on se pose aussi des fois en tant que sportif, c'est la question de la performance. Parce que c'est ça qui pousse aussi à aller faire un stage ailleurs plutôt qu'en France ou dans tel endroit. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas aussi questionner la question de la performance, le fait de toujours vouloir dépasser des records chaque année, d'année en année, de JO en JO? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose à remettre en question aussi? Moi, je peux essayer d'y répondre. En fait, moi, dans mon sport, on n'essaie pas de battre des records tous les ans, mais on essaie de s'améliorer tous les ans. Donc, ça peut revenir un peu à ta question. Est-ce qu'on est obligé d'aller aux États-Unis pour faire un stage de performance? Je suis pas sûr. On peut faire venir l'entraîneur pour de déplacer une personne au lieu d'en déplacer 10. Mais la quête de la performance, je dirais, c'est quand même humain. La quête de la performance, c'est de s'améliorer, que ce soit un peu dans tous les niveaux. Tu fasses du ménage ou de la peinture, c'est quand même d'aller le mieux et le plus vite possible. Donc sur cette performance, je pense que c'est la quête de la performance. Pour moi, c'est un petit peu difficile à dire non, on va arrêter. Enfin, pour un sportif en tous les cas. Je pense qu'on a deux paradigmes qui s'affrontent et dont un qui grandit de plus en plus. Il y a le sport compétition, le sport performance. Et de plus en plus, on parle de sport santé, de pratique du sport pour être bien dans sa tête, en fait, sans objectif de musculation, de performance et tout ça. Et on sent que ça prend une place de plus en plus importante. Et je pense que les deux peuvent cohabiter, en fait. On peut avoir effectivement ce côté compétition et ce côté sport santé qui va se développer encore plus et qui est essentiel pour une transition à la fois environnementale, économique, sociale et tout ce qu'on veut. Je partage pas totalement l'avis, même si évidemment en tant que sportif, la performance est extrêmement importante. Je ne sais pas s'il n'y a pas un nouveau narratif à raconter justement sur le bien-être des sportifs et la performance qui doivent aussi aller de pair. Et rugby ou les commotions, c'est des sujets qui sont en train de monter et football US, si j'ai bien entendu, c'est aussi des sujets importants. Et du coup, où est-ce que s'arrête la performance et la santé des joueurs? À quel moment on s'arrête et à quel moment on arrête de parler de performance et on parle de santé des joueurs? Et donc oui, performance, mais jusqu'où? Et je pense qu'il y a un moment donné où il y aura un stade qui sera plus acceptable pour la société. Et donc, à quel moment on s'arrête et on arrête de parler de performance absolument, mais aussi on parle de bien-être, on parle de santé, tout en parlant de sport de compétition. On peut toujours parler de sport de compétition, mais en parlant de bien-être du sportif. Pour déplacer la question dans le champ de l'environnement, est-ce que aujourd'hui, pour évaluer ces événements sportifs, il faut absolument donner un chiffre en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de nombre d'arbres plantés pour compenser ces émissions, etc. Est-ce que justement cette question du bien-être, elle pourrait pas être au centre de nos territoires de demain, avec d'autres critères qui ne sont pas forcément que des critères chiffrés et qui ne soient pas juste de l'affichage comme ça de chiffres. Alors c'est sûr que c'est facile à mémoriser, c'est un peu des chiffres chocs, etc. Mais je pense qu'il y a une réflexion globale sur le bien-être et d'ailleurs il y a pas mal de chercheurs en sciences sociales qui réfléchissent qui essayent d'appliquer les modèles de développement durable en l'élargissant à cette question du bien-être. Donc c'est un vrai champ de réflexion. D'autres questions peut-être ? Bonsoir. Donc moi je me posais une question vis-à-vis du système sportif et plus principalement de son narratif. Est-ce que la question est justement, on parle de grands événements internationaux, on a eu un événement il y a pas si longtemps, le Super Bowl. Le Super Bowl, ça brasse, il y a du monde, il y a beaucoup de déplacements et c'est ce qu'on fait de top en fait en termes de sport business. Est-ce que la question de l'impact environnemental
et donc aussi climatique du sport et des grands événements internationaux, elle se trouve pas aussi là du fait qu'on essaye de rentabiliser un max sur ces événements-là? Est-ce que c'est pas vous, demain, futurs dirigeants, qui devront aussi peut-être impulser de mettre de nouveaux critères dans cet investissement que vous avez pu mettre dans le sport, se dire bah oui, nous on continue d'investir dans tel ou tel sport, mais uniquement si il y a des retombées, des engagements, il y a certains sponsors qui ne supportent plus tel ou tel club parce qu'il n'y a pas de section féminine. Et ça, c'est les vrais leviers. Et vous, en tant que futur dirigeant demain, vous avez aussi ce rôle aussi à jouer. Nous, on a des clubs qui commencent à intégrer nos critères en disant, nous, on va sponsoriser tel ou tel club, mais uniquement s'ils s'engagent. Et on s'engage à 2-3 ans à avoir 20, 30, 50% des clubs qui devront être labellisés, sinon on arrête. Donc, je pense qu'il y a le pouvoir, on n'en a pas parlé, mais des partenaires, des sponsors, qui a un rôle primordial dans cette discussion. J'ai pas vraiment répondu à ta question, mais voilà. Non, juste peut-être pour rebondir, je pense que arrêter de courir après le profit, la question est beaucoup plus large que le monde du sport en fait, et que c'est sortir d'un modèle capitaliste qu'on connaît tous, et le sport est dedans comme n'importe quel autre secteur économique en fait. Et voilà, donc en effet, il y a tout à inventer, il y a tout à faire. Il y a une entreprise peut-être qu'on peut, voilà, qui le fait, mais c'est encore rare. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Je fais vite. Merci pour vous et pour tous les orateurs. Alors, la petite question que je voulais poser, c'est sur les publics encadrants qui est mobilisé. Est-ce que on a parlé des athlètes et sportifs. Vous croyez que les coachs aussi sont mobilisés pour le climat et le sport? Alors, les coachs, ils sont peut-être mobilisés personnellement, mais disons qu'au niveau des fédérations, les coachs, ils n'ont pas trop droit de s'exprimer ouvertement sur leur sujet. C'est le sport et gagner des médailles. C'est ça que les fédérations leur demandent. Donc après, il y en a qui ont, comme tout le monde dans la salle, se posent des questions sur l'environnement. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quand même leur fédération qui est leur employeur. Alors au CNOSF, c'est un petit peu différent parce qu'il y a on peut dire une section qui s'occupe du développement durable et dans le sport. Mais au niveau des fédérations, pour l'instant, il y a quelques fédérations qui ont des RSE, mais souvent c'est une personne qui est dédiée à ce sujet, mais qui fait autre chose, qui s'occupe aussi bien des véhicules, et on lui a donné 3 postes au lieu d'un. Donc pour le moment, il y a quelques fédérations qui s'intéressent au sujet et qui peuvent relayer aux coachs en leur disant voilà, faudrait aménager les transports, les regrouper, etc. Parce que souvent, dans les fédérations, c'est quand même le plus polluant, c'est les transports. Il ne faut pas se le cacher. Et les éclairages pour les sports en salle ou les sports nocturnes, on va dire. Mais donc, pour l'instant, c'est plutôt à petits pas qu'à grands pas. Non, je pense que les coachs, enfin, au-delà des coachs, c'est les éducateurs, ont un rôle aussi important à jouer. Et je pense que peut-être que demain, le rôle des fédérations des instances, c'est aussi de pouvoir former ces éducateurs à quelque part ces bons gestes. Et parce qu'on sait que ce qu'on apprend dans un club de sport, on l'amène quelque part à la maison et on l'amène toute la vie. Donc on apprend à pas faire tomber la balle, mais demain on peut aussi apprendre à trier en même temps, et ces petits gestes, et je pense que les coachs, les éducateurs ont aussi un rôle, un message à faire passer, et on voit bien qu'ils sont de plus en plus formés sur tous ces sujets-là, donc ils ont aussi un rôle à jouer. Merci beaucoup, on va prendre encore peut-être 1 ou 2 questions. Merci. Bonsoir. Merci déjà pour l'organisation de cette conférence. C'était très intéressant et merci à vous du coup d'avoir répondu à toutes ces questions. On a parlé de beaucoup de choses d'un point de vue climatique, réaménagement du territoire, etc.
On a parlé aussi d'influence et notamment de prise des paroles des athlètes. Moi, personnellement, mon sport principal, c'est la course à pied. Et on voit des athlètes comme Kylian Jornet, Zach Miller, etc., qui font, eux, du trail à très haut niveau, et notamment l'UTMB, qui ont pris notamment le parti de sonner un peu l'alarme quant aux directions qui sont prises par l'UTMB, notamment avec un partenariat avec Dacia, etc., entre autres. Moi, ma question, c'est plus au niveau, et vous l'avez évoqué un petit peu, Monsieur Pierre, sur les partenariats justement qu'on fait. Et quand on pense au JO 2024 de Paris, l'un des partenariats majoritaires reste Coca, qui est quand même une entreprise, l'une des plus grosses entreprises polluantes en matière de plastique. Donc on a parlé tout à l'heure aussi des événements peut-être à plus petite envergure qui mettent des fontaines à eau, etc. Quand on voit qu'on a des partenariats comme cela, ma question c'est quels sont finalement les imaginaires qu'on veut changer et comment on peut, avec un événement d'une telle envergure, encore autoriser ce genre de partenariat. Alors bien sûr il y a le côté économique, mais comment dans un monde dans lequel on vit et dans la direction qu'on essaye de prendre, on peut aujourd'hui avoir des partenariats comme Coca qui, d'un point de vue environnemental, sont quand même catastrophiques, mais aussi d'un point de vue santé, avec les produits qu'ils mettent sur le marché, tout ce qui va être sucre, épidémie d'obésité, etc. J'arrête ma question, mais voilà, savoir un peu comment aujourd'hui, désolé c'est très long, on peut réagir face à ça. Voilà, merci. Je vais vous renvoyer la balle en disant que voilà, c'est à nous et c'est à vous, jeune génération, de changer les choses. Mais je suis complètement d'accord sur la question des imaginaires. On a dit tout au long de la soirée que les imaginaires liés au sport étaient extrêmement puissants, voilà. Mais c'est pas. Alors, l'athlète qui a sa canette de Coca pour la publicité, il n'est pas tout seul derrière. Il y a une pression pour qui montre ça. Mais je pense que voilà, il faut aussi qu'il y ait un engagement des sportifs pour soutenir d'autres entreprises avec d'autres modèles économiques, sanitaires, etc. Mais c'est une vraie question. Mais encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est pas des petits changements ça et là qu'il faut pour gagner la compétition contre le climat. En tout cas, essayer de ne pas être à l'horizon 2100 dans un scénario plus 5 ou plus 6. C'est maintenant qu'il faut changer et changer nos imaginaires et en créer d'autres qui nous feront autant rêver. Là, on s'accroche en fait à ces rêves de la fin du XXe siècle, d'entreprises qui ont une influence énorme, avant tout économique, hein, et on s'accroche à ça, mais il faut changer. Après, comment il faut changer ? Encore une fois, c'est pas une personne toute seule qui pourra changer les choses. Il faut qu'il y ait une volonté collective, il faut qu'il y ait une direction. Si je me trompe pas, Coca-Cola c'est un partenaire du CIO et pas de Paris 2024, juste pour. Donc en fait c'est imposé à Paris 2024. Ils n'ont pas eu le choix, ils étaient obligés de faire avec. On a beaucoup travaillé avec Coca. En France, Coca c'est juste un embouteilleur. C'est même pas une boisson. Donc c'est le mec qui vend des bouteilles en plastique. Donc c'est encore pire. Ils vendent même pas le produit, ils embouteillent, ils vendent les bouteilles en plastique. Nous, ce qu'on voulait, c'était mettre des fontaines à soda dans nos stades. Ça peut paraître simple, techniquement c'est hyper compliqué parce que les stades sont pas utilisés tous les jours, que c'est d'une boisson sucrée, que voilà. Bref, je sais qu'ils vont le faire, ils vont le tester grâce à Paris 2024, ils vont le tester au Parc des Princes et au Stade de France. Donc c'est quand même une avancée. Bien sûr, c'est pas suffisant, mais c'est quand même une avancée. Je sais qu'aussi sur toutes les fan zones de la ville de Paris, il n'y aura pas de bouteilles en plastique. Ils vont arriver à faire en sorte que tout soit par fontaine. Bien sûr, c'est pas suffisant. Et l'autre problème de Coca, c'est l'eau aussi, parce qu'ils puisent les ressources en eau locale. Mais c'est la première fois qu'un acteur comme ça est prêt à faire des efforts, parce que lui, ce qu'il vend, Coca, c'est vraiment sa marque. Enfin, la bouteille que vous voyez, il veut la vendre partout, parce que c'est ça qu'on reconnaît, c'est ce produit-là, c'est vraiment le truc marketing derrière. Donc là, ils vont quand même changer un peu. Il y aura quand même des sites, malheureusement, où il y aura des bouteilles en plastique. Alors, juste sur les bouteilles en plastique, pour y revenir, c'est une loi en France. On n'a pas le droit de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique. Donc normalement, on a les sites sportifs n'ont pas le droit de distribuer des bouteilles en plastique gratuites à leurs athlètes. C'est dans la loi. Bref, donc non, c'est un gros sujet qui nous tient beaucoup à cœur, parce que ça fait des années qu'on se bat pour des éco-cups et ce genre de choses.
N'empêche que ça a un petit peu dévié. On n'y est pas encore, mais ça commence à bouger. Et quand on arrive à faire bouger quelqu'un comme Coca-Cola, on peut se dire qu'on va y arriver, quoi. Un jour. Non, c'est une question primordiale parce que le sport vit de partenariat et de sponsoring. Mais le sport prête son image à ses marques pour que justement elles puissent communiquer. Donc ce qu'a fait Paris 2024 avec Coca, à les amener à changer, les amener au changement, c'est primordial. Et je pense que les instances ont ce devoir demain d'emmener aussi ces marques vers ce changement. Au-delà des générations, des nouvelles générations et autres, d'amener vers ce changement. Moi, je prends un autre exemple. J'ai fini ma carrière à la section paloise. Le partenaire majeur de la section paloise, c'est Total Energy. Pendant 2 ans, moi, j'étais en charge de la RSE chez Total Energy et développer, justement, commencer à réfléchir à faire leur planète. Dès que j'ai commencé à parler de ça, Total sont venus voir, Julien, on veut venir. Évidemment. Et c'est des enjeux d'image extrêmement importants. Et je leur ai dit, mais venez pas tout de suite. Et je pouvais pas dire non plus à mon président, on arrête Total Energy. 24 millions de budget, 7 millions de Total. S'il n'y a plus Total, il n'y a plus section paloise. Et c'est une réalité. Par contre, aujourd'hui, Total est en train Total Energy, est en train de s'engager auprès de la collectivité et de la section paloise pour recouvrir le stade de panneaux photovoltaïques, de refournir les parkings d'ombrières photovoltaïques. Et donc, du coup, là, l'engagement de ce partenaire au niveau du stade, au niveau de la collectivité et de ce quartier qui va véritablement se transformer est à la hauteur de leurs enjeux, quelque part. Donc, c'est aussi ces instances d'utiliser ces partenaires dans cette transition. Malheureusement, ces partenaires, si on leur dit non quelque part, ils iront ailleurs. Ils iront chercher l'image ailleurs. Donc, utilisons-les, ce qu'a fait Paris 2024, ce que font aussi d'autres, pour les engager et accélérer cette transition. Et qui, eux, puissent aussi valoriser ce qu'ils mettent en place, parce que tous ces acteurs vont aussi mettre des choses en place petit à petit. Un dernier mot pour conclure, mais il y a une étude récente qui est sortie, je crois que le Coca est le premier produit vendu en France. Donc là aussi, on est assez initiés sur le sujet environnementaux et tout. Coca, ça reste un produit de grande conso qui est présent dans la plupart des foyers. Donc, voilà. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions, pour le sujet aussi. Comme quoi le sport est vraiment un miroir de ce qui se passe dans nos sociétés, j'en suis convaincue. Moi, je voulais juste vous faire un petit retour d'expérience. Donc, je suis à la fois ingénieure en environnement, je suis aussi sportive de haut niveau en wingfoil. J'ai eu le titre de championne du monde l'année dernière, championne d'Europe et de nombreux autres titres. Je suis rattachée à la Fédération française de voile. On n'est pas encore aux Jeux Olympiques, mais on le sera très bientôt. On est très proche des sports planche à voile, kitesurf et tout ça qui sont depuis pas très longtemps, du surf aussi. Moi, j'essaie de m'engager beaucoup auprès de ma fédé, auprès des organisateurs d'événements, auprès de ma communauté, sur les questions sportives et les questions aussi d'inclusion sociale. C'est très compliqué, comme vous le disiez Margot, c'est très compliqué auprès des institutions, c'est très compliqué auprès du public aussi, parce qu'en fait, on n'est pas légitime puisqu'on prend... mon cas est un peu particulier parce que j'ai travaillé pendant 7 ans sur l'environnement avant, donc je me sens capable d'en parler. Par contre, les personnes qui m'entourent, il y a beaucoup d'athlètes qui se sentent pas forcément à l'aise avec le fait de passer son temps à faire des compétitions aux 4 coins du monde. Il faut savoir que pour la plupart des compétitions, donc nous pour par exemple le wingfoil, la planche à voile, c'est pareil pour le surf, etc. Ce sont des tours privés. Bon, la FIFA, c'est des tours privés. Organiser des compétitions, c'est un gros business. Pour avoir un titre de championnat du monde, il faut passer par un tour mondial, donc c'est plein d'étapes aux 4 coins du monde. Et voilà, et en fait, quand on est sportif de haut niveau, on est à la fois un pion. On nous demande aussi de porter des messages, parce qu'on est un peu les héros de nos sociétés, c'est un peu les soldats d'hier, aujourd'hui il n'y a plus de guerre, donc c'est les sportifs de haut niveau. Merci de l'avoir mentionné tout à l'heure, le sport c'est extrêmement politique, donc voilà, comment se positionner là-dedans. Comment se positionner aussi auprès des fédérations, on en parlait tout à l'heure, quand, en fait, pour pouvoir faire les jeux, c'est une sélection qui se fait notamment auprès des fédés. Quand on prend position, comme c'est mon cas, moi j'ai pu le faire justement aussi peut-être parce que je fais pas les JO,
avec mon sport. Mais par exemple, de dire, en fait, non, moi, je suis pas OK de faire des entraînements à l'autre bout du monde. Nous, par exemple, c'est un sport météo-dépendant, le wingfoil, donc s'il n'y a pas de vent pendant un mois, on peut pas s'entraîner. Il s'avère que, par exemple, aux Canaries, il y a du vent tout le temps, donc on nous dit, voilà, il faut faire des entraînements aux Canaries. Quand on se positionne auprès de sa fédération pour dire, mais moi, je suis pas OK pour qu'on aille faire des entraînements aux Canaries, alors qu'on passe notre temps à faire des compétitions aux quatre coins du monde, on risque clairement de ne pas être sélectionné au jeu et donc, du coup, d'être mis à la porte. Si jamais on prend position médiatiquement, comme ça a été fait par certains sportifs, pour dire j'arrête de prendre l'avion, j'arrête de faire des étapes de Coupe du Monde, si on est au début de sa carrière, c'est fini. Si on n'est pas connu, c'est fini. Kylian Jornet, il a l'aura qu'il a aujourd'hui parce qu'il a pris énormément l'avion pour faire pour faire toutes ces compétitions et pour gagner. Donc c'est en ça que je trouve que le positionnement il est très complexe. Qu'on risque beaucoup. Donc nous, aujourd'hui, on essaie de se réunir avec pas mal d'athlètes qui s'engagent pour essayer de voir comment est-ce que collectivement on peut parler de ce sujet, mais avant tout, ce sont des sujets qui doivent être changés du point de vue des décideurs. Et encore une fois, si on dérange trop, on est tout simplement mis de côté et après, on peut plus agir. Donc en fait, il y a une espèce de truc un peu complexe et je voulais juste vous faire part de ce retour d'expérience comme quoi il y a vraiment une volonté, je pense, de la part d'énormément de sportifs, notamment de sportifs de sport qu'on ne pense pas du tout axé environnement. On pense souvent environnement, c'est outdoor, mais en fait non. Mais par contre, concrètement, c'est vraiment très difficile de prendre position sur ces sujets parce qu'en fait, socialement, dans notre société, on n'est pas du tout tourné vers une prise de conscience forte sur le sport. La question du sponsoring, elle est clairement là tout le temps. C'est extrêmement complexe. D'un côté, sans sponsor, on n'a pas d'argent. D'un autre côté, si on accepte des sponsors, par exemple comme Red Bull, on a parlé de Coca, mais Red Bull, c'est quand même un gros sponsor dans l'outdoor. On ne va pas vers cet autre récit qu'on voudrait un peu plus désirable pour nos nouvelles générations. Donc c'est compliqué, j'ai pas la réponse, mais je trouve ça en tout cas super intéressant d'en parler aujourd'hui. Merci. Bien, il est temps de conclure cette conférence. Avant toute chose, on souhaitait remercier du coup les partenaires et ceux qui ont permis à cette conférence d'être organisée. Donc tout d'abord les membres de notre association. Merci à tous pour votre dévouement. Bien sûr nos partenaires, la ville de Paris, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la maison de l'étudiante et bien sûr l'Académie du climat qui nous accueille ce soir. Encore merci à vous. Bien sûr nos intervenants, merci pour la qualité de vos propos et je pense que le public sera unanime pour dire que ça a été des propos éclairants. Et je vous invite surtout à suivre le Cercle du Sport de la Sorbonne sur les réseaux sociaux et à nous retrouver pour le prochain événement qu'on organise au musée de l'air et de l'espace. On organise une visite guidée le 22 février, donc toutes les informations sont à retrouver en description sur Instagram et je vous invite à nous suivre pour les prochains événements. Bonne soirée à toutes et tous.